Bonjour à tous, Bonjour à tous et bienvenue sur le Caf Rentable. Salut Hugo. bienvenue, salut Jean, comment ça va? Ça va, ça va. On se retrouve sur le beau canapé Ton magnifique canapé extrêmement confortable en daim et bas. avec, On est presque le cul par terre. avec option ressort intégré. Toi, tu le sens bien le ressort Ah ici. ouais, ouais, il est sympa. Mais aujourd'hui, donc quatrième épisode sur la série de Bitcoin. Donc pour rappel, si vous n'avez pas vu les trois premiers, on vous encourage fortement à aller les voir. Donc le premier, c'était l'échec de l'or. Le deuxième, c'était les monnaies fiat. Le troisième, c'était sur l'inflation. Et le quatrième, aujourd'hui, on va parler de Bitcoin. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment on va procéder sur ce podcast? On va changer un peu d'habitude. Ça va être un petit format interview. J'ai des questions. Je pense que vous en avez aussi. En tout cas, j'ai écouté beaucoup de podcasts de potentiels, surtout les podcasts américains, de ce qu'ils peuvent poser en question pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop. Pour des gens qui s'y connaissent, il en faut pour tout le monde. Donc, ça va être le format interview, ça va un peu changer d'habitude. Je vais poser des questions à Hugo et Hugo va essayer de m'y répondre. Tout à fait, tout simplement, ça fait un peu plus longtemps que toi que je m'intéresse à Bitcoin. J'ai bouffé énormément de contenu, hein, parce que ça fait depuis juillet, à peu près, donc peut-être juin, en juillet, que je suis en full contenu Bitcoin, c'est-à-dire que Aussi bien à l'écrit par des livres ouais, que c'est ça, par des j'arrête pas vidéos. de lire des livres Bitcoin, alors sur mon quatrième, j'écoute plein de podcasts divers et variés, notamment des podcasts américains. Et du coup, avec tout ce contenu que j'ai bouffé depuis maintenant plus de 4 mois, on va essayer de répondre à toutes les questions que Jean va pouvoir poser, peut-être les questions que vous aussi, communauté, vous posez à l'égard de Bitcoin. Voilà. Alors le podcast, comment il va se scinder? Il va se scinder en trois parties. On va poser des questions un peu introductives, mais voilà, ça peut être une piqûre de rappel pour ceux qui sont déjà bien avancés dans le sujet du Bitcoin. Il va y avoir aussi, juste après, des questions intermédiaires pour aller un peu plus loin dans l'écosystème du Bitcoin et des questions un peu plus poussées pour finir le podcast. Et puis nous finirons par une question dans la conclusion de l'émission. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, Fountain Fountain App App pour écouter les podcasts, c'est la meilleure application. Vous pouvez gagner du Bitcoin, en tout cas des sats, et nous en partager et à nous la en même envoyer occasion. si jamais. D'ailleurs, on a eu un boost hier de 200 sats. Donc, merci à celui qui se reconnaîtra, qui a boosté le podcast hier, qui nous a envoyé 200 sats. Donc 200 sats, c'est pas beaucoup, hein, pour vous donner un ordre d'idée, ça doit être 30 centimes, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est le Mais début. c'est sympa, tu vois, c'est l'intention qui compte. Sur YouTube aussi, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous nous écoutez en audio, allez quand même vous abonner à la chaîne YouTube. Il faut qu'on dépasse les 1000 abonnés pour pouvoir faire la rencontre abonnée là, en début d'année. On va organiser une rencontre abonnée dès qu'on a dépassé les 1000 abonnés sur Paris, probablement début février. Pour ceux que ça intéresse, ça sera en week-end, sûrement soit un vendredi, soit un samedi soir. Probablement dans un bar où on ira tous boire un verre, boire une bière, enfin, vous prendrez ce que vous voulez en fait. Et voilà, on essaiera de réserver un bar, de se donner rendez-vous dans ce bar. Voilà, donc pour tous ceux qui sont en région parisienne, ça va être sympa. Ça permettra de se rencontrer, de discuter et de passer une bonne soirée, quoi, tout Ouais, simplement. c'est ça. De toute Ouais, façon, plus on approchera de cette date, on n'a pas encore fixé la date, ni le ouais. lieu, etc. Mais ça sera pas dans un bar matcha ou Non, ce mais sera un ça, truc, ça sera voilà. sur Paris, ça c'est sûr, et début février, probablement, mais on vous tiendra au courant, on vous mettra tous les détails, quoi. On fera un petit post peut-être sur YouTube, etc. Je Comme pense ça, au qu'on fera moins. même un petit événement meet-up, ou je sais pas comment on peut l'organiser, mais Mais on va y travailler. On va y ouais. travailler parce que ça nous tient à cœur. Et puis, merde, j'ai craché mon café. Et puis, on a envie de vous rencontrer aussi. On a envie de vous rencontrer, d'échanger avec vous. C'est toujours super sympa de temps en temps. Enfin, toi, ça t'est Ben, déjà arrivé on a deux fait, fois de ouais, croiser des abonnés. ouais, sur Paris, j'ai déjà croisé trois abonnés et puis on a fait le premier meet-up entre guillemets, mais c'était pour toi Ouais. plutôt Oui, sur nous, Brive. on a fait effectivement sur Brive avec un abonné qui se reconnaîtra. D'ailleurs, c'était Très très sympa. super sympa. On a mangé ensemble le midi. Je crois que ça a duré Ah oui, 3 bonnes heures. trois bonnes heures où on Trois a bonnes parlé de heures. finances, de bourse. C'était hyper cool. Donc,
Donc big up à toi et sur ce, on peut lancer le podcast. On peut lancer le podcast. Écoute, je te laisse. On va commencer par les questions introductives pour introduire le sujet. Déjà Hugo, est-ce que tu peux me résumer le Bitcoin de façon simple? Tout à fait. Alors, l'objectif de cette vidéo, je pense, on va pas rentrer dans les détails techniques de Bitcoin, c'est-à-dire le fonctionnement de la blockchain, comment fonctionne une clé privée, une clé publique, l'encryption. On va vraiment pas s'attarder sur les détails techniques parce que je pense que c'est pas important pour comprendre Bitcoin. Aujourd'hui, vous utilisez tous une carte Visa, une carte Mastercard sans savoir comment ça marche. Vous utilisez tous votre iPhone sans savoir comment ça marche. Donc, on va se concentrer vraiment plutôt sur les aspects économiques, sur les bénéfices que peut avoir Bitcoin, plus que sur le technique. Donc, justement, si je dois te résumer le Bitcoin très simplement, en partant de ce postulat et en parlant pas de technique, Bitcoin, pour paraphraser donc Michael Saylor, vous le connaissez probablement, c'est du capital numérique ou du digital capital, comme disent les ricains. Donc du capital numérique, c'est tout simplement du capital. Donc du capital, c'est une réserve de valeur, donc du temps et de l'énergie, puisque une monnaie, c'est du temps et de l'énergie transformés, in fine, puisque tu dépenses ton temps, ton énergie dans du travail pour produire de la valeur contre une monnaie, contre du capital. Donc c'est du capital, du temps et de l'énergie, mais numérique, donc qui n'est pas physique comme de l'or, mais qui est numérique, qui existe au travers de 0 et de 1. Donc c'est pas palpable physiquement. C'est pas palpable physiquement, et encore que, on va pouvoir en parler un petit peu, mais c'est stocké voilà, au travers de 0 et de 1 dans un programme, dans la blockchain qui vit au travers d'Internet, au travers des nœuds qui synchronisent cette blockchain. Donc voilà, c'est du capital numérique et c'est surtout une réserve de valeur car le Bitcoin est rare et il est même plus rare que l'or par exemple, tout simplement puisqu'il n'y a que 21 millions de Bitcoins qui sont possibles, qui sont créables à terme. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint les 21 millions, on doit être autour des 19, des 20 millions. Les 21 millions, on les atteindra en 2140, voilà, à peu près. Puisque tous les 4 ans, en fait, la quantité de Bitcoin émise est divisée par 2. Donc, tous les 4 ans, à chaque nouveau bloc, mais là on rentre dans le technique. Ouais. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a zéro inflation dans le Bitcoin. Alors, pour l'instant, il y a de l'inflation, techniquement. Ouais. Elle est à peu près à 1% par an. Elle est inférieure au taux d'inflation de l'or depuis le halving de 2024. Mais à partir de 2140, il n'y aura plus du tout d'inflation. La quantité de Bitcoin est limitée à 21 millions. C'est écrit dans le programme Bitcoin. C'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. Et c'est ce qui le rend tout simplement extrêmement rare. Et donc, la rareté fait que Bitcoin est une réserve de valeur, puisque quand vous possédez du Bitcoin, vous possédez une part de capital limité qui sera partagée avec l'entièreté de la planète. Donc, chaque être humain sur la planète peut posséder une part de Bitcoin et une part du gâteau Bitcoin qui du coup restera fixe. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, c'est une réserve de valeur, mais c'est aussi un moyen d'échange qui peut être envoyé via des canaux de communication numérique. Puisque... Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns? De canaux de Internet, quoi. Internet, ok. Tu peux envoyer Bitcoin via Internet, via la blockchain, via les nœuds Bitcoin, tout simplement à n'importe qui sur la planète, à n'importe quel moment. En l'espace de quelques secondes, il recevra ton Bitcoin, en l'occurrence, si tu lui envoies, et la transaction sera confirmée environ en 10 minutes, le temps d'émission, du coup, d'un nouveau bloc. Donc, c'est vraiment ça qui est très important à comprendre, c'est que c'est plus rare que l'or, mais c'est surtout beaucoup plus efficace que l'or, puisque à l'ère au 21e siècle, à l'ère d'Internet, à l'ère du numérique, c'est extrêmement important de pouvoir envoyer du Bitcoin à n'importe qui. Moi, je peux demain envoyer du Bitcoin à quelqu'un en Chine, par exemple, et il le recevra de manière instantanée, avec très peu de frais, contrairement à de l'or. Aujourd'hui, si tu veux envoyer 1 milliard en or à quelqu'un en Chine, ça va être extrêmement compliqué, voire même coûteux. En fait, c'est impossible. Aujourd'hui, déjà, tu passeras même pas la douane. Donc, Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit, dans l'émission God Bless Bitcoin, c'est vraiment un film fait par des ricains pour des ricains. C'est vraiment un très bon film que je vous conseille très fortement. Vous le trouvez sur YouTube, God Bless Bitcoin. God Bless Bitcoin. Tout simplement. Et dans ce film, justement, il raconte comme quoi, quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine, oui. le seul moyen de donner du Bitcoin
de la valeur de la monnaie simplement et rapidement, c'était parce que ça s'est passé dans un week-end. Donc Les banques sont fermées le les week-end. banques sont fermées le week-end, c'est impossible d'enregistrer un RIB, etc. Faut des jours. Et là, en fait, en Bitcoin, c'était fait en instantané. En instantané, ils ont pu, c'était vraiment d'une importance majeure parce que Ils c'était ont pu pour s'acheter envoyer du capital des en vivres, Ukraine, c'est etc. ça, un Donc, samedi soir, je crois, quand toutes les banques étaient fermées. Pareil, même histoire en Palestine, même histoire en Amérique latine. Par exemple, au Venezuela, euh, où le seul moyen d'envoyer du capital au Venezuela, c'était également via Bitcoin. Donc c'est vraiment déjà une réserve de valeur, puisque sa rareté fait qu'on a une offre qui est limitée pour une demande qui est potentiellement illimitée. Donc quand on a une offre limitée pour une demande illimitée, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, le prix augmente. C'est mathématique. Donc le prix de Bitcoin augmentera et va augmenter grâce à sa quantité limitée. Et donc son pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de Bitcoin par rapport à tout le reste va augmenter justement ce qui découle de sa quantité limitée. Mais c'est aussi un moyen d'échange, un moyen d'envoyer de la valeur, de transférer de la valeur n'importe où sur la planète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, de manière instantanée et surtout de manière non censurable. Mais on va revenir dessus, c'est-à-dire que personne ne peut annuler votre transaction Bitcoin. Si vous décidez d'envoyer du Bitcoin à n'importe qui, dans n'importe quel pays, aucun gouvernement ne pourra s'y opposer et ne pourra empêcher cette transaction. C'est vraiment très important. Il suffit d'avoir juste une connexion Internet, mais on en reparlera juste après. Tout à fait. Mais d'ailleurs, juste avant de passer à la deuxième question, c'est pour ça que quand beaucoup de gens disent à quoi sert Bitcoin, ça sert à rien. En fait, non. Bitcoin, c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile, puisque il y a plein d'endroits dans le monde pour lesquels Bitcoin est extrêmement utile. On pense notamment aux pays qui ont des gouvernements déficients, des monnaies déficientes, et qui ont besoin notamment de pouvoir échanger de la valeur de manière efficace pour contourner la censure et aussi pour préserver leur pouvoir d'achat, tout simplement, puisque Bitcoin est le meilleur moyen de préserver votre pouvoir d'achat et même de le faire grandir à l'avenir. Absolument. Dis-moi Hugo, on en a fait des épisodes entiers juste avant, les monnaies fiat, les monnaies fiduciaires, les monnaies étatiques, donc des monnaies décrétées par un État, qui ne sont backées à rien du tout. Historiquement, c'était backé par de l'or. Ensuite, il y a eu la fameuse rupture de l'étalon or. Donc, ce sont des monnaies qui sont émises par les banques centrales. Ça se fait notamment par le crédit, etc. On en avait longtemps parlé dans les épisodes d'avant. C'est quoi la différence en fait entre Bitcoin, qui est grosso modo une monnaie, et des monnaies fiat, donc des monnaies émises par des États? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? En fait, c'est un peu deux opposés, quoi. Il faut un peu voir Bitcoin et les monnaies fiat comme deux opposés totales. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est une monnaie qui est décentralisée, qui n'est contrôlée par personne et surtout, comme on l'a dit, qui ne peut pas être censurée et qui est finie, qui a une quantité finie dans le temps. C'est-à-dire que quand vous possédez une part du gâteau Bitcoin, c'est une part qui ne peut pas être dévaluée. C'est extrêmement important à comprendre, qui ne peut pas être dévaluée. On ne peut pas vous voler votre Bitcoin, c'est impossible, à moins que vous donniez votre clé privée à quelqu'un ou que vous perdiez votre clé privée ou que vous fassiez pirater votre clé privée. Mais si jamais c'est le cas, c'est que vous ne l'avez pas sécurisé correctement. Donc on ne peut pas vous voler votre Bitcoin, on ne peut pas vous dévaluer votre Bitcoin puisque sa quantité est finie et limitée. On ne peut pas censurer vos transactions en Bitcoin. Et en fait, tout ça, ça fait que c'est l'extrême opposé des monnaies fiat, puisqu'une monnaie fiat a une quantité potentiellement illimitée, puisque les banques centrales peuvent en imprimer autant qu'elles veulent au travers du crédit et au travers des QE, donc du quantitative easing comme on l'a dit, donc tout simplement le rachat par la banque centrale de dettes étatiques. Mais pas que d'ailleurs, parce que en tout cas notamment aux États-Unis, la banque centrale, la Fed, achète notamment de la dette étatique, mais aussi beaucoup de mortgage-backed securities, tu sais, les fameux MBS, en fait des prêts immobiliers tout simplement. Donc la banque centrale rachète des prêts immobiliers aux différentes banques. Ce qui a tout fait péter en 2008.
Non, justement, ce qui a permis de, entre guillemets, sauver les banques aussi en 2008, parce que Mhm. la Fed a commencé à racheter des MBS à partir de mortgage backed Pour sauver securities, pour sauver les banques AIG, en etc. 2008, en plus du QE, donc du quantitative easing. Donc le QE, le quantitative easing, ça comprend le rachat d'actifs, tout type d'actifs, hein. Donc voilà, la dette étatique, les MBS, les mortgage backed securities, donc les prêts immobiliers. Et c'est comme ça que les monnaies fiat sont créées. Donc en fait, les monnaies fiat ont une quantité illimitée, une quantité infinie, et le gouvernement peut en créer comme ça en claquant des doigts, et donc d'évaluer l'épargne de tous les détenteurs de cette monnaie, en fait, Donc en gros, ils ont sauvé les banques au détriment de l'épargne bien des sûr, Américains. totalement. Et c'est déjà une des différences fondamentales, c'est que en possédant du Bitcoin, vous ne pouvez pas vous faire dévaluer. En possédant des monnaies fiat, vous vous faites dévaluer constamment. Et en plus de ça, donc les monnaies fiat sont centralisées, à l'inverse de décentralisées, puisqu'elles dépendent d'une banque centrale, hein, c'est dans le nom. C'est central, c'est centralisé, ça dépend d'une banque, ça dépend de banquiers centraux qui ne sont pas élus, puisque ce sont en général des entités semi-privées. Ce qu'on appelle semi-privées, c'est le cas pour la Fed, c'est le cas pour la Banque de France, pour la BCE, je ne saurais pas vous dire si c'est public, semi-privé, privé. Mais en général, ce sont des entités qui sont séparées du gouvernement, donc qui ne sont pas directement publiques, qui ont un statut quasi privé, et surtout qui ont des banquiers centraux qui ne sont pas élus démocratiquement. Tu vois, tu votes pas pour élire un banquier, le Genre, banquier de ta banque enfin, centrale, Powell, là. Jérôme Powell, Christine Lagarde, et qui ont un peu tous les pouvoirs sur ton épargne, puisqu'ils peuvent créer de la monnaie, diriger les taux d'intérêt dans l'économie, ce qui fausse absolument tous les prix dans l'économie et qui fout un bordel monstrueux. Plus la Banque centrale essaye d'ajuster ses paramètres, plus elle crée de problèmes dans l'économie en cascade, mais ça c'est un autre débat. Et également, les monnaies fiat sont censurables. Il y a eu plein de cas où les monnaies fiat ont été censurées, notamment un cas extrêmement récent, les truckers au Canada, qui se sont vus geler leur compte bancaire par Justin Trudeau. Le Canada, qui est pourtant un pays Très réputé démocratique, démocratique, etc. Très progressiste, surtout. libéral, progressiste, etc. Pourtant, le Canada est une quasi-dictature, en fait, puisque si tu t'opposes au gouvernement et que tu manifestes dans la rue, on te bloque, on te gèle ton compte bancaire. Donc, en fait, tout simplement, c'est l'extrême opposé. D'un côté, on a quelque chose de décentralisé, de non censurable, qui ne dépend d'aucune tierce partie et qui ne peut pas être inflate, qui ne peut pas être dévalué, inflationné. Je sais pas comment on pourrait traduire inflate en français. Tu as le verbe inflationner, Non, inflation. inflationniste. Non, Non, inflater. Bref, on ne peut pas augmenter la quantité de Bitcoin puisqu'elle est limitée. Et de l'autre, vous avez des monnaies fiat qui sont centralisées, qui sont censurables, qui sont illimitées, qui ne requièrent absolument aucun travail, aucune création de valeur pour être créées, pour créer de nouvelles entités de cette monnaie fiat. Et voilà, c'est l'extrême opposé, tout simplement. ok. Mais c'est vrai que c'est dramatique ce qui s'est passé au Canada. C'est passé dans tous les journaux, etc. Enfin, on n'en a pas parlé énormément non plus, mais il faut quand même se rendre compte que ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont épargné et ils pouvaient même plus toucher à leur argent. Ça s'est passé lors de la crise de la dette à Chypre, en Grèce, où les gens ne pouvaient plus aller au DAB, au distributeur de billets, pour récupérer en fait que 50 euros par Mmh, semaine pour faire vivre tout le monde, sachant qu'ils avaient travaillé. Enfin, tout à fait. ils n'ont pas volé leur argent. Ou même si tu prends l'exemple de la Russie qui s'est fait geler tous ses comptes, tous ses paiements SWIFT, qui s'est fait geler ses obligations étrangères. Si tu prends l'exemple aussi du Venezuela où le gouvernement vénézuélien du coup a fait un accord avec les États-Unis pour qu'il n'y ait plus de paiement en dollars qui puissent rentrer dans le pays. Il y a plein d'exemples, même l'Argentine, tu vois, qui a mis un contrôle de change sur le pesos et qui a interdit aux citoyens de détenir plus de X dollars, enfin X montant en dollars. Enfin, la censure dans les monnaies fiat est omniprésente et voilà, Ouais, en fait, quand tu as des monnaies fiat, c'est tout simple, l'argent ne t'appartient pas. d'argent. L'argent que tu as sur ton compte bancaire ne t'appartient pas. Il Donc, n'est pas à faut, toi, il est à la ok. banque, Donc, faut détenir du Bitcoin. Enfin, faudrait détenir du Bitcoin, ça serait la solution. Mais potentiellement. le problème, c'est que, et là, enfin, faut quand même se poser la question, le Bitcoin, ça a l'air d'être bien, mais t'as 60 ans, tu vois, t'es pas trop un mec de la technologie. Euh,
Il y a des ETF, on en parlait dans la vidéo d'avant. Tu peux en acheter via Coinbase, tu peux en acheter via Strike, tu peux en détenir sur ton cold wallet. Est-ce que en fait le Bitcoin, il est accessible à tous ou il faut être un geek? Est-ce qu'il faut être un passionné de la technologie? Est-ce que du coup ça peut pas être un frein pour son utilisation et sa consommation dans les paiements comme ça? Parce que Visa, enfin t'as une carte Visa, t'es connecté au réseau Swift, tu fais un paiement sans contact, c'est fait. Bon, tu sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, tu t'en fous parce que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Tout est simple, entre guillemets. C'est opaque, mais c'est simple. Mm. Le Bitcoin, c'est pas opaque, mais est-ce que c'est pas compliqué à l'utiliser? Bah, en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme toute nouvelle technologie, c'est comme Internet. Internet, au début, c'était limité à une niche. Moi, je me rappelle même quand j'étais petit, dans les années, début des années 2000, tu vois, moi, j'ai toujours grandi avec un ordinateur et Internet à la maison. Mais il y avait plein d'amis à moi qui n'avaient pas d'ordinateur, qui n'avaient pas Internet, déjà au début des années 2000, tu vois. Et c'était quelque chose un peu niché, Internet. Aujourd'hui, Internet, tout D'ailleurs, le monde. les gens ne croyaient pas en Internet. Les gens, oui, il y a même des articles en 2004 du Financial Times qui disaient pourquoi Internet va échouer, tu vois. Donc, c'est assez Drôle. marrant. Mais oui, c'est le cas pour toute nouvelle technologie. J'ai envie de te dire, c'est toujours niché, c'est toujours quelque chose de geek parce qu'il faut avoir un peu des compétences techniques pour pouvoir l'utiliser. Mais ensuite, au fur et à mesure que l'adoption grandit, des solutions de plus en plus simples sont développées pour son utilisation. Et j'ai envie de te dire, pour moi, Bitcoin est évidemment accessible à tous, puisqu'on peut en acheter des 1 euro. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, il doit être à 96 000, 96, 97 000 dollars. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin. Tu peux acheter 1 euro, tu peux acheter des sats, ce qu'on appelle. Donc, les satoshis, c'est l'unité la plus petite de Bitcoin. Donc, c'est-à-dire un centième de millionième de Bitcoin. Donc, en gros, c'est 100 millions de sats, ça fait un bitcoin. Donc avec 1 euro, tu achètes, je sais pas moi, peut-être 1300 sats, un truc comme Ouais. ça. Donc tu peux acheter du bitcoin à partir de 1 euro. Il y a plein de plateformes qui sont extrêmement simples aujourd'hui, comme Strike. Je pense notamment à Strike, par exemple. Tu vas sur l'App Store ou sur le Play Store si tu as un Android. Tu cherches Strike App. C'est la petite icône noire avec une météorite blanche. Ouais. Tu installes Strike. Il n'y a rien de plus simple. Tu fais un virement sur le compte Stripe. Tu cliques sur acheter du bitcoin, c'est instantané. Après, ton bitcoin, il est chez Strike, mais au moins, t'en as. Apparemment, en plus détenu alors, c'est Euh, pas un placement de produit, mais il est détenu à 1 pour Ouais, 1. Ça ouais, change ouais, tout, tu vois. C'est pas comme si tu l'achètes chez Interactive Broker. tout à fait. Strike, ou d'ailleurs Bitstack aussi, c'est des Français. Bitstack, c'est super ce qu'ils font. Leur plateforme est vraiment top. Oui, épargner Euh, avec du Bitcoin, Ouais, ouais, ouais. ouais. Bitstack, pareil, si bah, tu vas sur le Play Store, tu installes Bitstack, c'est hyper bien fait, c'est hyper rapide, il suffit de faire un virement dessus. Je crois qu'on peut même faire un top-up avec des cartes bancaires, donc même pas besoin de faire de virement. Et après, t'as plus qu'à acheter un peu de Bitcoin et paf, ça y est, tu détiens du Bitcoin. En fait, c'est aussi simple que ça, donc ça prend 3 clics. C'est hyper rapide, hyper simple, accessible dès 1 euro. Et ensuite, le petit frein, on va dire, technique, ça va être le cold storage. Effectivement, aujourd'hui, pour mettre en place un cold storage, Ça veut dire quoi en français donc un cold storage, c'est le stockage à froid du Bitcoin, littéralement. Donc c'est c'est moins stylé quand le même. fait d'avoir une clé physique qui va être dédiée au stockage de sa clé privée Bitcoin. Et donc là, effectivement, il va falloir un peu plus de compétences techniques vis-à-vis de Bitcoin. Et encore que, franchement, tout le monde peut y arriver. Avec les 12 et 24 mots, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est là où Ok. tu vas générer ce qu'on appelle ta seed phrase, donc ta phrase graine, Secrète, ouais. graine, qui est en fait la clé privée, la phrase secrète, qui est une suite de 12 ou 24 mots en anglais. Une fois cette phrase générée, bah, tout simplement, en fait, on va pouvoir envoyer du Bitcoin sur cette adresse via des adresses publiques et le stocker donc sur ce portefeuille Bitcoin qui va être protégé par cette seed phrase. C'est accessible à tous, n'importe qui. Honnêtement, vous pouvez y arriver. Il y a des solutions qui sont extrêmement simples. Parce que déjà, tu as des tutoriels Il partout. y a des Tu vas sur tutoriels sur YouTube, tout. si Mais tu je veux utiliser pense, Sparrow, si tu veux acheter sur enfin, Blockstream, Jade, etc., tu voilà, as des tutos partout, en quoi. utilisant le Blockstream Jade, par exemple, c'est relativement simple à mettre en place avec Blockstream Green au début. C'est pas à pas, c'est vraiment pris, on te prend par la main pour mettre en place ton wallet. Je pense au Bitbox O2, Bitcoin Only, donc de la société Bitbox basée en Suisse, qui est extrêmement simple à mettre en place aussi. Donc, moyennant un peu d'investissement de temps, c'est tout à fait possible.
déjà, d'acheter du Bitcoin et de le détenir sur un exchange, donc via Strike ou Bitstack. Moi, je vous recommande ces deux-là parce qu'ils sont Bitcoin only et parce qu'ils sont sérieux. Bitcoin only, ça veut dire que ce sont des entreprises, des applications où tu ne peux acheter que du Bitcoin. Tu peux Tout pas à acheter fait. du Solana, Tu ne du peux acheter que Dogecoin. du Bitcoin dessus et c'est très bien comme ça parce que vous n'avez besoin d'acheter que du Bitcoin, mais on reviendra peut-être dessus. Mais C'est open source? J'en sais rien. Strike, Bitstack, non, je pense pas que ce soit open source. Ok. Mais, Non, je veux dire, on en parlait dans un. mais les wallets, par contre, le Blockstream Jade et le Bitbox sont open source. Sans open source, ouais. Donc, première étape, acheter du Bitcoin, le détenir sur Strike ou Bitstack. Ça, c'est la première étape et ça, vraiment, n'importe qui peut le faire dès 1 euro. Donc, vous n'avez aucune excuse. Et ensuite, effectivement, mettre en place son cold storage, c'est l'étape d'après. Ça demande un peu plus de compétences techniques, mais honnêtement, c'est pas la mer à boire. Et vous pouvez le faire à partir de 1000 euros. Je dirais, si vous commencez à avoir une somme équivalente à 1000 euros en Bitcoin, commencez à essayer de mettre en place un cold storage, ça va devenir intéressant. En dessous, c'est pas vraiment intéressant parce que de toute façon, la clé elle-même va coûter 60 ou entre 60 et 200 euros. Donc, si vous avez 50 euros en Bitcoin, bon, bah, achetez pas une clé à 60 euros. Dans tous les cas, formez-vous et puis quand il y aura plus d'argent à voilà, mettre, exactement. voilà, amusez-vous. Mais voilà, première étape Strike, deuxième étape le cold storage, Strike ou Bitstack. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, n'importe qui également peut participer à la sécurité du réseau Bitcoin en faisant tourner un nœud Bitcoin, un Bitcoin node. Donc c'est tout simplement une machine qui va faire tourner le programme Bitcoin, donc Bitcoin Core, et qui va synchroniser la blockchain. Donc il y a des solutions très simples qui existent, comme par exemple le Umbrel Home, donc Umbrel comme le parapluie en anglais. Vous pouvez les voir sur internet. Alors ça coûte entre 300 et 400 euros. Mais en fait, c'est un mini cloud server. Donc, c'est un mini ordinateur qui fait cette taille-là, c'est tout petit, qui a 2 Tera de stockage et qui va être branché via Ethernet et qui va tourner en continu. Ça consomme très peu d'électricité. Et ça permet en fait de faire tourner le programme Bitcoin Core dessus en continu, de synchroniser la blockchain en continu. Et donc, vous avez vous-même chez vous une petite une copie en fait du programme Bitcoin et de la blockchain qui va servir à décentraliser le réseau, puisque plus il y a de copies de Bitcoin, plus il y a de copies de la blockchain, plus le réseau est décentralisé. Donc en gros, tu peux être déjà à partir de 300 balles, tu peux être proactif dans le Bitcoin Core, dans le système, enfin dans l'écosystème Bitcoin, contrairement à une monnaie fiat où là, tout à fait, tout est centralisé et t'es pieds et mains liés aux décisions étatiques. Exactement. Alors que dès 300 balles, chez Bitcoin, tu peux rajouter ta petite pierre à l'édifice. Tu peux contribuer au réseau Bitcoin. Et mais si dans toutes les maisons, toutes les personnes avaient mis 300 balles et faisaient tourner un nœud Bitcoin, on serait... à chaque fois que tu fais ça, tu participes à la décentralisation. Et t'es même pas obligé de payer 300 balles. Moi, je te dis ça parce que c'est un petit boîtier qui est super pratique, parce que tu le fous dans un coin à côté de ta box, t'en parles plus, t'y touches plus, et t'as ton nœud Bitcoin qui tourne. Tu peux ensuite connecter ton application qui gère ton wallet à ton nœud Bitcoin et valider tes propres transactions avec ton propre nœud Bitcoin qui fait tourner la version de Bitcoin Core que tu veux utiliser. Sachant que c'est un disque dur, d'après ce que tu m'avais dit, je comprends la même chose, de 2 Tera, mais tu peux aussi mettre tes films dessus, etc. Ouais, c'est un cloud, c'est un home cloud, donc en fait c'est un cloud personnalisé. Non, ça sert pas que au Bitcoin, tu peux faire d'autres trucs dessus, tu peux stocker des fichiers, tu peux mettre des films, tu peux mettre Home Assistant pour ceux qui font de la domotique. Tu peux faire plein de trucs sur ce petit boîtier et t'es pas obligé d'acheter ce petit boîtier. Si tu as un vieux PC chez toi qui sert plus à rien, avec, il faut au minimum 1 Tera de stockage. Pourquoi ? Parce que la blockchain Bitcoin fait à peu près 700 gigas. Parce qu'en fait, vous allez télécharger toutes les transactions depuis le Genesis block de 2009, donc depuis le premier bloc qu'a miné Satoshi. Donc il faut au moins 700 gigas de stockage. Donc c'est accessible à tous. Aujourd'hui, un disque dur de 1 Tera, ça coûte quoi ? Ça coûte 60 balles. Donc si tu as un ordinateur qui sert plus à rien chez toi, tu peux tout à fait le brancher, installer Bitcoin Core dessus. Il va te falloir au moins 1 Tera de stockage. Tu le fais tourner et tu as ton propre nœud Bitcoin. Moi, je trouve ça juste plus pratique d'avoir le petit boîtier parce que c'est plus sympa, ça prend pas de place, ça tourne en continu, tu n'y penses plus et puis voilà. Mais tu n'es pas obligé d'acheter ça pour faire tourner n'importe quel ordinateur avec 1 Tera de stockage peut faire tourner Bitcoin. Okay. Et ensuite, tu peux même aller plus loin dans la sécurité de Bitcoin en minant du Bitcoin.
puisque les mineurs participent directement à la validation des blocs, et plus il y a de mineurs, plus le réseau Bitcoin est décentralisé. Et l'avantage, c'est que tu peux ensuite pointer tes machines vers un mining pool que toi-même tu choisis, mais ça on reviendra peut-être dessus. Encore une fois, on va essayer de pas trop rentrer dans la technique. Mais tout ce que vous devez retenir, c'est que vous aussi, vous pouvez miner du Bitcoin à partir de 200 balles. Tu vois, tu peux acheter pour 200 balles un petit truc qui s'appelle un Nerd Axe ou un Brains Mini Miner, pour ceux que ça intéresse. Alors, c'est pas un truc qui va vous faire gagner de l'argent. Oui, parce que bon, tu vas pas miner 8 blocs avec ça. Non, tu vas même quasiment rien miner, tu vois. Mais tu rajoutes encore une fois ta petite pierre à l'édifice. Voilà, tu as un petit boîtier chez toi, pareil, qui va miner du Bitcoin, qui va participer au minage de tous les blocs Bitcoin, et tu as potentiellement une petite chance, je crois que c'est une chance sur 21 000, un truc comme ça, tous les ans, de gagner la récompense. Donc en ce moment, elle est de 3,25 blocs, donc un peu plus de 300 000 balles. Donc c'est toujours intéressant. C'est un petit ticket de loto que tu as chez toi, et toutes les 10 minutes, tu as une chance de gagner 300 000 balles. Moi, j'aime bien le concept. J'en ai pas encore acheté un, mais je sais que je vais le faire. Moi, je vais le faire, clairement, j'adore ça, tu vois. Donc, je vais le faire, ça coûte 200-300 balles, voilà. Déjà, c'est pour le principe, tu participes encore une fois à la blockchain non seulement en faisant tourner ton nœud, mais aussi en minant. Et en plus de ça, tu as ton petit ticket de loto qui tourne chez toi de manière infinie. Et peut-être qu'un matin, tu vas te réveiller sur ton wallet, tu vas voir 3,25 bitcoin, tu vas te dire, ah, j'ai gagné 300 000 balles. Mais de toute façon, dans l'écosystème, pour aller plus loin, quand tu vois que les ricains, ils font même des chauffages. Ouais. Tu vois. Mais bon. Ils font des chauffages Bitcoin. Enfin bref, après, on peut aller très très loin quand on est passionné. Restons dans le podcast. Tout à fait. Ne dévions pas. Et tu as vite fait mentionner les ETF. Juste pour parler des ETF, moi je déconseillerais à tout le monde d'acheter des ETF Bitcoin ou d'acheter du Bitcoin sur des brokers. C'est ce qu'il y a de plus facile. Trade Republic. C'est ce qu'il y a de plus facile, mais le Bitcoin ne vous appartient pas. Donc si vous pouvez acheter du Bitcoin en direct, passez par Strike ou par Bitstack, ne passez pas par les ETF, ne passez pas par Trade Republic, ne passez pas par Revolut, essayez de passer par des exchanges qui sont Bitcoin only, qui vous permettent de détenir votre Bitcoin et qui vous permettent ensuite de le retirer sur un cold storage quand vous aurez passé le cap de ensuite avoir votre cold storage. On n'est pas obligé de commencer en ayant un cold storage, vraiment j'insiste. Tant que vous n'avez pas plus de 1000 euros en Bitcoin, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Installez l'application, commencez à faire une petite DCA, même 10 euros par semaine, et ça suffira largement. Mais même, tu vois, pour ceux qui utilisent comme nous Interactive Broker, meilleur courtier, tout ce qu'on veut, etc., on en a souvent vanté les mérites, mais c'est pas parce que c'est le meilleur courtier pour les actions que ça va être le meilleur courtier pour le Bitcoin. Parce qu'en fait, si vous achetez du Bitcoin via Interactive Broker, vous ne pouvez pas l'enlever, le transférer. Il restera chez Interactive Broker, donc en fait, ça ne vous appartient pas. Voilà. Donc, moralité, faites les choses bien. Il y a des brokers spécialisés Bitcoin. Utilisez des. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas au moins acheter votre Bitcoin sur Strike ou Bitstack. Et le cold storage, vous verrez plus tard. Absolument. Bon, sinon, on va se reconcentrer un peu dans le CAF rentable, parce que le podcast, donc le CAF rentable, c'est une chaîne de finance, de business, un peu tout ce qu'on veut. On parle d'actions, on parle essentiellement d'actions, d'ETF. Pour le coup, tout ça, ça a de la valeur. Ça a de la valeur, on en parle très souvent, ça a de la valeur au niveau fondamental, ça a de la valeur au niveau quantitatif, même Téléperformance a de la valeur. Mais voilà. Est-ce que, en fait, Bitcoin, est-ce que c'est est-ce que c'est légitime qu'on en parle ici dans le CAF rentable? En fait, est-ce que Bitcoin, ça a une valeur intrinsèque? Parce que si ça n'a pas de valeur, ça sert à rien qu'on en parle en soi, tu vois. Ça serait un hors-sujet. Voilà. Et je pense que pour ceux qui ont le plus de doutes, moi, c'était ma plus grande question, tu vois. Est-ce que Bitcoin, est-ce que ça vaut 96 000 $? Est-ce que ça vaut pas 1 million? Ou est-ce que ça vaut pas, en fait, 2 $? Ou est-ce que ça vaut pas 0? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a vraiment un écosystème et ce n'est pas du vent? C'était vraiment ma principale question parce que à chaque fois, tu sais, qu'on en parlait, quand tu as commencé à fouiller, moi, j'étais encore anti-Bitcoin et j'étais en mode, mais en fait, moi, Total Energy, c'est un chiffre d'affaires, ça a un CEO, ça a un puits de pétrole qui creuse. Bon, si le puits de pétrole il casse, tu sais que ça vaudra moins d'argent. Tu sais qu'il y a un amortissement. Bref, tu sais qu'il y a des free cash flow. C'est quantifiable, c'est fondamental. Est-ce que Bitcoin, est-ce que ça a ces propriétés-là? Alors effectivement, pour moi, ce qui fait principalement la valeur de Bitcoin, effectivement, c'est sa rareté parfaite. Sa supply qui est limitée, sa quantité qui est limitée, puisque c'est le seul actif
au monde qui a été inventé par l'être humain, qui a une quantité limitée, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a réussi à créer quelque chose qui a une quantité limitée et qui est permis tout simplement grâce à Internet, grâce à la technologie, grâce au numérique. Et donc forcément, ça a de la valeur, puisque tout ce qui est rare a de la valeur. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Pourquoi l'or a de la valeur? Parce que l'or est rare, tout simplement. Si l'or était abondant, que vous en trouviez dans votre jardin, qu'il y avait autant d'or que d'aluminium dans le monde, bah, l'or vaudrait autant que l'aluminium, tu vois, tout simplement. C'est pas parce que l'or est jaune et que c'est joli que ça a de la valeur, c'est parce que c'est rare. C'est la rareté qui fait la valeur de quelque chose. Pourquoi un tableau, une œuvre d'art unique a de la valeur? Parce qu'elle est rare. Pourquoi enfin bref, ça peut aller, ça peut aller partout, mais pourquoi de l'immobilier dans Paris, par exemple, haussmannien, a de la valeur? Parce que c'est rare, parce qu'il n'y a, que dans Paris que tu peux en avoir, t'as pas de l'haussmannien partout dans le monde. Pourquoi est-ce que, je sais pas moi, un appartement au bord de la plage, je sais pas moi, sur ça a plus de valeur qu'un site en 3e couronne de Paris. Voilà, tout ce qui est rare a de la valeur. Tout simplement. Donc déjà, Bitcoin est extrêmement rare, c'est la chose la plus rare au monde, parce qu'il n'y en a que 21 millions. Et pour vous donner un peu une échelle de grandeur de la rareté de Bitcoin, il y a un Bitcoin dans le possible pour 3 millionnaires aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as plus de millionnaires dans le monde, tu as 3 fois plus de millionnaires qu'il n'y aura jamais de Bitcoin sur la planète. Donc si tous les millionnaires du monde aujourd'hui voulaient acheter un Bitcoin, ça ne serait pas possible. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. 21 millions, on ne se rend pas compte, mais c'est très peu. Pour le nombre qu'on est, c'est très peu. Très peu. Donc déjà, c'est extrêmement rare. Tout ce qui est rare a de la valeur. Et j'ai envie de dire, Bitcoin a de la valeur tant qu'il peut conserver cette rareté. Ça, c'est un point important à prendre en compte. Mais effectivement, il y a un scénario catastrophe dans lequel Bitcoin peut valoir 0 si jamais Bitcoin n'arrive pas à garder cette supply des 21 millions. On ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui de comment ça serait possible de changer le code de Bitcoin pour changer cette supply, mais gardez en tête que c'est un scénario qui est quasiment impossible. Et en fait, plus il y a d'utilisateurs de Bitcoin, plus il y a de nœuds, plus il y a de mineurs, plus le réseau grandit, plus ça devient impossible. Le fameux effet réseau. Effet réseau et surtout la fameuse antifragilité. Plus Bitcoin est attaqué, plus il se renforce. Plus il est utilisé, plus il se renforce. L'hydre. C'est la fameuse hydre. Tu lui coupes une tête, t'en as 3-4 pouces. Donc plus le temps passe, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, plus Bitcoin est crédible et plus les 21 millions sont crédibles. Et plus ils sont crédibles, plus Bitcoin est rare, plus Bitcoin a de la valeur. Tout simplement. Déjà, premier point. Et ensuite, même au-delà de ça, si on veut rentrer dans les chiffres, tu disais Total Energy, ça a un chiffre d'affaires. J'ai envie de te dire, Bitcoin, ça n'a pas un chiffre d'affaires. Parce que c'est une monnaie déjà. Parce que déjà, c'est une monnaie. Mais tu peux quand même avoir une valeur quantifiable. Dans le sens où Bitcoin, le réseau de mineurs Bitcoin utilise de l'électricité pour miner du Bitcoin via ce qu'on appelle la proof of work. C'est-à-dire que pour résoudre un bloc Bitcoin, on est obligé de mettre de la puissance de calcul au service du réseau de minage. Et cette puissance de calcul, il faut faire tourner des machines. Les machines consomment de l'électricité. C'est extrêmement gourmand en électricité. Et donc forcément, la quantité d'électricité qui est utilisée par le réseau Bitcoin est quantifiable. Moi, je l'ai calculé rapidement au tarif électrique français. Ça fait à peu près 27 milliards d'euros par an d'électricité. 57 milliards d'euros par an d'électricité. Donc techniquement, Bitcoin, si on pose des chiffres sur le papier, vaut 57 milliards d'euros d'électricité déjà fondamentalement, tu vois. Mais au-delà de ça, Bitcoin aujourd'hui, c'est le 7e actif le plus valorisé au monde, devant l'argent, devant Saudi Aramco. Je crois qu'on est aux 2 trilliards, Donc Saudi Aramco, c'est la pétrolière de l'Arabie Saoudite. Tout à fait. Pétrolière d'État. 2 trilliards, je crois, c'est pas des trilliards, purée. J'arrive jamais à me rappeler en français comment on dit, tu sais, parce que les Américains, ils disent millions, billiards, trilliards. Ouais, c'est quoi? C'est 2000 milliards. Nous, c'est millions, milliards, et 1000 milliards, on dit comment? Je m'en rappelle plus. C'est billiard? Je crois que c'est billiard. Moi, je 2 milliards alors, mais 2000 milliards. Donc Bitcoin vaut 2000 milliards. Et surtout, Bitcoin, c'est une expression pure du marché libre. Donc, c'est-à-dire que la valeur du Bitcoin aujourd'hui, c'est 97 000 dollars, tout simplement. Si tu veux un Bitcoin aujourd'hui, il faut payer 97 000 dollars, puisque plus il y a de personnes qui en voudront, plus il y a de personnes qui feront confiance
au réseau Bitcoin pour stocker leur valeur, donc pour stocker leur temps et leur énergie, plus il faudra de temps et d'énergie pour acheter une part du gâteau, tout simplement. Ok. Euh, et pour moi aujourd'hui, avoir aucun Bitcoin, c'est inacceptable. Vu que c'est accessible pour tout. Si Pour vous tout le monde. écoutez ce podcast, ayez à minima 1%. Alors, c'est pas un conseil en investissement. Non, on fait si jamais va de se faire conseil en défoncer investissement, sinon mais- par la MF, etc. Mais Mais, ayez voilà. au moins 1% de votre patrimoine en Bitcoin. Vous prenez aucun risque avec 1% si vraiment vous êtes frileux, tu vois. 1%, c'est rien du tout. Vous mettez 1% et vous voyez comment ça se passe. Ouais, comme disent les. Alors, j'écoutais une interview, tu vois, les géants de la tech en ce moment, comment ils justifient leur intelligence, enfin leur investissement dans l'intelligence artificielle, c'est on a plus à perdre de ne pas investir dedans Ouais. que d'investir dedans et en fin de compte, ça rapporte rien, tu vois. Exactement. Et je pense que le Bitcoin, ça a à peu près la même, comment dire, Ouais. le même Le système. rapport gain-perte Voilà. est complètement disproportionné. T'as plus 1% de ton portefeuille, c'est pas énorme, tu vois. Non, On va pas c'est rien. c'est 1%. Donc, je pense que tu as plus à perdre de ne pas investir et de ne pas t'y intéresser, tu vois, parce que ça sert à rien de mettre 1% surtout pour ça. mettre 1%. Si Mais- tu mets 1%, ensuite, il faut s'éduquer, il faut comprendre, il Voilà. faut s'y intéresser. Puis après, tu rajouteras peut-être 2. Mais en tout cas, est-ce que tu enlèveras les 1% que tu as mis? Je Il faut pense pas. pas. tu vois. Pour moi, aujourd'hui, 1%, c'est le minimum. Tu ne peux pas ne pas avoir d'exposition au Bitcoin. Puis il y a très peu de personnes qui ont acheté du Bitcoin et qui se sont dit, ok, bah, en fait, je revends tout. Alors ça, effectivement, je crois qu'on va Oui. en reparler dans une question après. Mais tu vois, détenir du Bitcoin aussi, c'est pas incompatible avec la bourse. Moi, je pense que c'est deux choses qui vont très bien ensemble parce que c'est deux choses différentes. Bitcoin, c'est une monnaie. La bourse, c'est des entreprises. Mm. Et il faut bien comprendre que plus Bitcoin sera adopté, plus il sera utilisé même dans les actions que vous avez en portefeuille. Aujourd'hui, aux États-Unis, bon, on connaît tous MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor. Tesla, même aussi. Tesla qui possède du Bitcoin, mais il y a des rumeurs comme quoi Microsoft pourrait voter à son assemblée générale du 10 décembre potentiellement une allocation de la trésorerie en Bitcoin. Mais moi, je suis persuadé que dans les 5 prochaines années, toutes les entreprises que j'ai en portefeuille posséderont du Bitcoin dans leur trésorerie. Ouais. Et si elles possèdent du Bitcoin dans leur trésorerie, bah, tout simplement, elles vont profiter de la croissance de Bitcoin, mais elles génèrent en plus un chiffre d'affaires, donc c'est tout bénef. Donc, avoir les deux, c'est pas incompatible. Et il faut bien se rendre compte que dans le scénario idéal où Bitcoin devient la monnaie mondiale, bah, en fait, vos entreprises, elles feront leur chiffre d'affaires en Bitcoin. Sachant que les entreprises potentiellement pourraient acheter du Bitcoin dans le court moyen terme, mais également les États. Ah oui. Et ça change tout parce que même les États-Unis maintenant, c'est quasiment certain avec l'élection de Trump et avec la sénatrice Cynthia Lummis qui veut faire la réserve stratégique américaine en Bitcoin. Ou Kennedy. Et ils ont même proposé, dis-toi que Cynthia Lummis a proposé de vendre l'or des États-Unis pour acheter du Bitcoin avec. Ouais, là, ça ferait mal sur les marchés. Là. Ils sont dans le futur, j'adore. Mais voilà, il faut bien comprendre que Bitcoin, c'est une monnaie, des actions, c'est des entreprises, c'est deux choses différentes, c'est pas incompatible, c'est pas parce que vous avez du Bitcoin que vous pouvez plus acheter d'actions. Personnellement, je fais les deux et je pense que c'est très bien comme ça. Et pensez bien qu'avec une vision long terme, vos entreprises détiendront du Bitcoin en trésorerie. Et moi, je suis persuadé que toutes mes entreprises, en tout cas américaines, détiendront du Bitcoin dans les 5 prochaines années sur leur trésorerie, sur leur bilan. Et ensuite, dans un monde idéal où Bitcoin devient la monnaie mondiale, et bien, tout simplement, vos entreprises, elles seront cotées en Bitcoin. Elles feront leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices en Bitcoin, leur free cash flow, ça sera des free cash flow en Bitcoin. Donc, c'est pas incompatible. Ok. C'est même très, très bien d'avoir les deux. Ce que je te propose, et ce que je vous propose aussi, c'est qu'on passe maintenant aux questions intermédiaires pour aller un peu plus loin dans l'écosystème Bitcoin. Ouais. Donc, sans transition aucune, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions intermédiaires pour aller un peu plus loin dans l'écosystème Bitcoin. Hugo, est-ce que tu peux me dire directement 3 avantages du Bitcoin par rapport à une monnaie fiat? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir des dollars ou des euros planqués dans ses bas que du Bitcoin chez soi? Alors, très rapidement, 3 avantages. Quantité limitée, Ok. Aucun intermédiaire. Vous n'avez besoin de demander la permission à personne pour utiliser, détenir, envoyer du Bitcoin. Aucun intermédiaire. Vous êtes 100% maître de votre épargne, de votre argent quand vous avez du Bitcoin. Et la censure est impossible. Forcément, s'il n'y a aucun intermédiaire, personne ne peut vous dire non, cette transaction sera refusée, tu ne peux pas envoyer de l'argent à X personnes pour X ou Y raison. Donc, quantité limitée, pas d'inflation.
aucun intermédiaire et donc aucune censure. Ok. Maintenant, Hugo, d'après tout ce qu'on a entendu, d'après tout ce que tu nous as dit, la monnaie fiat pourrait être un peu mise à mal par le Bitcoin parce que en soi, le Bitcoin, par rapport Et à ce qui supérieur. voilà, est supérieur et par rapport à ce qu'il nous propose est largement supérieur à bien des égards. Si la monnaie fiat se sent attaquée par le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin peut être régulé, voire même interdit? On l'avait vu notamment en Chine, où le gouvernement vraiment voulait tuer la machine Bitcoin. Est-ce que, voilà, le sentiment comment dire, une entité qui se fait agresser va se défendre par tous les moyens, et on le sait, les États, comme tu l'as dit, lors des actifs russes, où ils ont tout séquestré et tout bloqué, est-ce que, en fait, nos gouvernements, surtout en Europe, qui sont pro-régulation, en tout cas pas pro-progrès, pourraient être vraiment mis à mal Bitcoin, parce qu'on le sait, une majorité des personnes qui ont du Bitcoin, quand même, c'est pas via des blockstreams, c'est pas via des clés privées, ils ont ça sur des ETF. On est bien d'accord que s'ils veulent réguler du jour au lendemain, l'ETF, c'est ciao, quoi. On n'en parle plus. Bah alors, j'ai envie de te dire, déjà, Bitcoin ne peut pas être arrêté. Tout simplement puisque c'est quelque chose de mondial. Donc même si tu as un gouvernement qui veut l'empêcher dans son pays, bah, tu as tous les autres pays du monde qui ont toujours accès à Bitcoin. Tu vois. Et puis de toute façon, Bitcoin existe tant qu'il y a Internet. On peut penser à la Chine qui a essayé de l'interdire, à l'Inde qui a essayé de l'interdire. À chaque fois que ces deux pays ont essayé de l'interdire, ça n'a fait que augmenter l'adoption de Bitcoin dans ce pays. Mm. Tu vois, donc c'est contre-productif. C'est comme, j'ai envie de dire, la prohibition aux États-Unis ou l'interdiction des drogues, ça n'a jamais empêché les drogues de circuler. Tu vois. Non, il y en a de plus en plus. Voilà, donc Bitcoin ne peut pas être interdit, ne peut pas être arrêté tout simplement, puisque tant qu'il y a Internet, et si les gouvernements n'ont pas réussi à empêcher le piratage sur Internet, ils n'arriveront pas à empêcher Bitcoin. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est que si c'est toujours possible sur le dark web d'aller commander de la drogue, des armes, tout ce que vous voulez, C'est que Bitcoin, si c'est toujours possible de pirater des films, ça sera toujours possible d'acheter du Bitcoin. parce que Internet, c'est pas Internet prêt est d'arrêter. irrégulable. Tu ne peux pas réguler Internet, c'est la beauté d'Internet. Donc déjà, Bitcoin ne peut pas être arrêté. Est-ce que le gouvernement peut mettre des bâtons dans les roues à l'adoption de Bitcoin? Oui. Mm. Oui, tout à Déjà fait. par les taxes et même Par les le taxes, KYC, etc. par les taxes, par les KYC, par tout simplement l'interdiction des exchanges. Donc empêcher le citoyen lambda d'y accéder facilement. Ça sera toujours facile d'y accéder pour quelqu'un de technophile. Quelqu'un qui s'y connaît un peu en tech pourra toujours acheter du Bitcoin, peu importe les réglementations gouvernementales. Parce qu'en Mais- soi, ils pourraient mettre des bâtons dans les roues, pas forcément en l'interdisant, mais on sait très bien, il y en a beaucoup qui achètent du Bitcoin pour l'aspect spéculatif, on en reparlera juste après. Mais tu vois, si l'État décide du jour au lendemain, parce que l'État est ruiné, faut dire ce qui est, que ça soit français ou américain, ou même, pour parler des deux plus gros États qui nous concernent, ils pourraient, tu sais, taxer les plus-values. Tu taxes les plus-values. Latente, tu veux dire. Les plus-values latentes, absolument. Ouais. Ça pourrait mettre à mal l'effet réseau, parce que les gens veulent spéculer dessus, veulent gagner de l'argent dessus. Si tu taxes à mort, comme ils savent si bien le faire, tu vois, de mettre à mal l'effet réseau, ça pourrait en fait faire une longue... En fait, j'ai envie de te dire, oui, ça serait possible dans la théorie. Encore une fois, quelqu'un qui s'y connaît en tech peut contourner tout ça. Mm. Objectivement, tu peux acheter du Bitcoin de manière anonyme. Il faut payer ses impôts. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas payer ses impôts sur la chaîne. Mais tu peux acheter du Bitcoin de manière anonyme, vous en ferez ce que vous voulez. Et aucun gouvernement ne pourra t'empêcher d'acheter du Bitcoin si tu t'y connais un peu en tech. Mais effectivement, ça peut mettre des bâtons dans les roues pour l'adoption pour le citoyen lambda. J'ai envie de te dire, depuis l'élection américaine, pour moi, ça a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les États-Unis gouvernent le monde. Aux États-Unis, tu as BlackRock, qui est pro-Bitcoin. Tu as Fidelity, qui est pro-Bitcoin. Tu as JP Morgan, tu as Goldman Sachs. Tu as Visa, qui commence à créer des trucs sur la blockchain. Tu as plein d'entreprises comme MicroStrategy qui commencent à détenir du Bitcoin dans leur trésorerie. Tu as un gouvernement américain qui est pro-Bitcoin. Tu as une sénatrice américaine qui veut créer une réserve stratégique de Bitcoin. Tu as des fonds de pension aux États-Unis qui achètent du Bitcoin.
euh, c'est trop tard. Mm. J'ai envie de te dire, si tu voulais l'interdire, c'était en 2014, 2012. Mm. Maintenant, c'est fini, c'est trop tard. En tout cas, c'est plus possible. depuis qu'ils ont passé les fameux ETF, C'est fini. spot, Bitcoin, c'est impossible. C'est fini, tu peux plus l'interdire. Enfin, pour moi, c'est un scénario qui est impossible. Est-ce que l'Europe pourrait essayer de mettre des bâtons dans les roues? Oui. Mais ça serait au détriment de l'Europe. Mais ça serait au détriment de l'Europe. En fait, c'est l'Europe qui se mettrait des bâtons dans les roues elle-même, puisque si d'un côté on a les États-Unis et le reste du monde qui sont pro-Bitcoin, qui l'adoptent et qui donc bénéficient économiquement de la croissance de Bitcoin, bah, si d'un autre côté tu as tout un continent, donc l'Union européenne, qui décide d'empêcher l'adoption de Bitcoin, bah, tout simplement l'économie européenne va de plus en plus s'effondrer. Mais ils aiment bien se mettre des bâtons dans les roues. Ils aiment bien se mettre des bâtons dans les roues, mais ils aiment bien être inférieurs. Que même en Europe, oui. C'est un scénario qui devient de plus en plus improbable. Et je pense qu'un gouvernement américain pro-Bitcoin, et surtout des BRICS maintenant qui sont pro-Bitcoin, avec des rumeurs comme quoi la Russie aurait proposé des solutions pour pouvoir régler les échanges internationaux en Bitcoin entre les différents pays des BRICS, de plus en plus de pays qui se mettent à miner du Bitcoin avec les ressources gouvernementales, dont la Russie. Si on a d'un côté les BRICS, les États-Unis qui sont pro-Bitcoin, qui bénéficient de la croissance du Bitcoin, l'Union européenne, elle est obligée de suivre. Elle est obligée de suivre. C'est la game théorie, en fait. Si tu es contre, tu ne peux pas être contre Bitcoin. Impossible. Tu as plus à perdre à essayer d'empêcher Bitcoin que tu as à perdre à embrasser Bitcoin en tant qu'État, en fait. Donc, pour moi, c'est un scénario qui n'est plus possible depuis le 5 novembre, depuis l'élection américaine. Ok. Après, on n'est jamais à l'abri, enfin, il n'y a jamais une chance zéro, hein, mais ils auraient beaucoup plus à perdre. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on en a parlé un peu plusieurs fois de Bitcoin. Donc c'est pas une action parce que c'est une monnaie. C'est un actif, ok, mais il y a différentes sortes d'actifs. Il y a des actifs spéculatifs, il y a des actifs. Chaque actif est spéculatif parce qu'on veut toujours gagner plus d'argent avec nos actifs. Mais il y a des actifs quand même beaucoup plus spéculatifs, notamment lors des bulles, que ce soit immobilière ou la bulle informatique des années 2000. Il y en a beaucoup donc qui achètent du Bitcoin, ils achètent, ils revendent pour toucher des plus-values. En fait, le Bitcoin, c'est un actif spéculatif, mais est-ce que c'est une réserve de valeur? C'est une monnaie d'échange? Comment en fait on doit considérer le Bitcoin? Est-ce qu'il y a qu'une façon de considérer Bitcoin ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que on doit considérer Bitcoin pour se faire de l'argent au court terme de façon facile et de façon rapide, ou est-ce qu'on doit considérer Bitcoin comme de l'or au 21e siècle, chose qu'on ne peut pas spéculer sur l'or, enfin si, mais pas pour se faire de l'argent à proprement dit, beaucoup de fric tout de suite, quoi, si on veut le dire crûment. Donc comment on doit considérer Bitcoin? Bitcoin est une monnaie, au même titre que l'or est une monnaie possible. Donc c'est-à-dire que Bitcoin est une réserve de valeur et un moyen d'échange. Une monnaie, c'est forcément les deux, puisque pour que ce soit une réserve de valeur, il faut que ce soit un moyen d'échange, et pour que ce soit un moyen d'échange, il faut que ce soit une réserve de valeur. Tu n'échanges pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Ouais. Et tu stockes pas quelque chose que tu ne peux pas échanger. Et qui n'a pas de valeur aussi. Bah, si tu ne peux pas l'échanger, ça n'a pas de valeur. Et si ça n'a pas de valeur, tu ne peux pas l'échanger. Donc c'est deux aspects qui sont intrinsèquement liés. Tu vois, ta maison, c'est une réserve de valeur, mais c'est aussi quelque part un moyen d'échange, puisque tu peux la revendre, c'est beaucoup moins liquide, mais tu peux l'échanger. Si tu ne peux pas échanger ta maison, elle n'a pas de valeur. Bon. Donc c'est une réserve de valeur et un moyen d'échange, et pour moi je pense que Bitcoin c'est quelque chose à considérer comme du très long terme. Moi je le vois presque maintenant comme une épargne de précaution, tu vois. Alors je sais que vous ne serez peut-être pas tous d'accord avec cette définition, mais moi, aujourd'hui, je suis plus confiant dans mon épargne en Bitcoin que dans mes euros, que dans mes actions, que dans des obligations. Que même dans les actions? Bah oui, parce que les actions, tu as plein de risques que tu n'as pas sur Bitcoin. Dans les actions, c'est génial. Ouais. Tu peux analyser une entreprise, mais tu contrôles pas l'entreprise. Tu n'es pas à l'abri que le management fasse n'importe quoi, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait une crise, tu n'es pas à l'abri, je te prends l'exemple de Fortinet, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait comme CrowdStrike une faille de sécurité qui fasse planter des serveurs partout dans le monde et qui... Enfin, voilà. T'es pas à l'abri que Google se fasse péter en quatre par le gouvernement américain, t'es pas à l'abri que LVMH se pète la gueule en Chine. Des actions, c'est risqué. C'est spéculatif pour le coup.
spéculatif, si tu fais de l'investissement long terme, pas vraiment, mais c'est risqué parce que tu as des risques à prendre en compte. Il faut faire une analyse et tu dépends d'intermédiaires. Quand tu as une action, tu dépends du management, tu dépends du marché de l'entreprise, tu dépends de ses produits, tu dépends de plein de choses. Donc pour moi, Bitcoin, c'est moins risqué que les actions. C'est moins risqué que des obligations, parce que les obligations, pareil, tu dépends d'une contrepartie, tu dépends de l'entreprise à laquelle tu payes, tu prêtes, tu dépends du pays auquel tu prêtes. C'est moins risqué que les euros, parce que les euros, tu dépends de la banque centrale, qui peut te dévaluer tes euros à n'importe quel moment. Tu dépends de ta banque, qui peut te confisquer tes euros, qui peut te geler ton compte. Donc en fait, moi, aujourd'hui, Bitcoin, je considère ça comme le truc le plus sécurisé de mon patrimoine. Et d'un côté, le Bitcoin, c'est aussi un gain de temps parce que tu vois, nous, on s'intéresse beaucoup à la bourse, etc. Ça prend du temps d'analyser, Ah oui, de suivre une action. bien sûr. Alors que le Bitcoin, t'analyses pas tes euros. Non. Tu vois, genre, Tu tu sais qu'il y a de l'inflation. Bon, une fois que tu le sais, tu vois. Bitcoin, tu mets ta DCA mensuelle ou hebdomadaire, tu sets ça tous les mois sur Stripe, sur Bitstack. Une fois que tu as atteint une certaine somme, tu retires, même sur Stripe, tu peux même faire des retraits automatiques. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint une certaine somme en Bitcoin, paf, ça va automatiquement faire le virement sur ton cold storage. C'est génial. Tu penses même pas. Tu mets ça en pilote automatique. Et pour des frais vraiment réduits. Quasiment rien. Et voilà, donc pour moi, c'est l'or du 21e siècle. Okay. Aujourd'hui, à titre personnel, c'est la chose la plus sûre que je vois dans l'intégralité de mon patrimoine. Et j'ai 100% confiance en mon Bitcoin. Et moi, je le vois vraiment comme quelque chose de très long terme. D'accord. Voilà. Bon, bah, ça a l'air d'être, j'ai envie de dire, dans ce Bitcoin, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Euh, Faudrait que tout le monde ait du Bitcoin dans un monde utopique. Euh, En fait, tu vois, moi, ma petite mamie, ma petite grand-mère que je salue parce que elle écoute tous nos podcasts du haut de ses 70 ans. Pourquoi il n'y a pas une adoption massive dans le monde? Pourquoi ma mamie n'a pas de Bitcoin? Pourquoi, d'ailleurs, pourquoi elle ne le connaît même pas? Mon patron qui pourtant s'intéresse à l'investissement, s'intéresse au profit, vu que c'est un patron, c'est pour ça que moi, j'ai mon salaire tous les mois. Pourquoi lui, le Bitcoin, il en a rien à foutre? Pourquoi Alors, il faut une adoption? Oui, il y a l'effet réseau, mais il faut que l'effet réseau soit démultiplié pour que j'ai envie pour de que ça te fonctionne. dire, il y a de l'adoption. Et l'adoption, pour moi, elle est massive. On en a parlé, BlackRock, Fidelity, les ETF, le gouvernement Trump, Citi Loomis aux US, le El Salvador qui a adopté Bitcoin comme legal tender, le Bhoutan qui mine du Bitcoin avec ses barrages, les pays arabes qui possèdent du Bitcoin, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, la Russie qui mine du Bitcoin et qui propose d'échanger, enfin faire les échanges internationaux en Bitcoin, l'adoption massive qu'il y a aux US, pour moi l'adoption elle est massive. Elle est massive et elle est même beaucoup plus rapide que prévu. Enfin, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin en juillet, là aujourd'hui, je suis sur le cul de tout ce qui se passe. Hmm. Parce que tu es proactif, tu es vraiment dans l'écosystème, tu vois, mais on n'en parle pas au journal. Mais bien sûr. Enfin, en France, je sais pas, mais aux États-Unis, Ouais. C'est un autre moi, monde. aux États-Unis, je suis abonné, tu vois, sur Insta à CNBC, à Bloomberg Business, au Ok. Financial Times et le Wall Street Journal. Ouais, t'es pas abonné à BFM Business. Non. Tous les jours, je vois une story de la CNBC sur Bitcoin. Ok, ouais, d'accord. Tous les jours, ils en parlent. À chaque fois que le prix fluctue, à chaque fois que tu as Trump qui annonce un truc, tous les jours, ils en parlent. Aux États-Unis, si, Ouais. c'est le sujet. Hein. Et donc, pour moi, l'adoption, elle est massive. Et pour te répondre par rapport à ta mamie, j'ai envie de te dire, est-ce qu'elle utilise Internet? Pas comme nous. Pas comme nous. Ouais. C'est normal. Les générations d'avant n'utilisent pas les mêmes technologies que que les générations futures. Oui. Ton patron, il n'utilise pas. C'est old school. C'est old school. C'est old school. C'est old school. Donc, c'est pas quelque chose qui va leur parler. Donc, j'ai envie de te dire, oui, les vieilles générations qui n'ont pas besoin de Bitcoin, parce qu'elles ont toujours vécu sans, bah, auront jamais besoin d'adopter Bitcoin. Comme les vieilles générations n'adoptent pas forcément Internet, ou en tout cas à contre-cœur. Moi, ma grand-mère, pour lui faire utiliser un ordi, c'est Ouais. tout un délire, tu vois. Oui, et comme nous, tu vois, les réseaux sociaux. Bah, comme nous, TikTok. Enfin, moi, je sais que TikTok, c'est Voilà. ça me saoule, tu vois, j'aime Ouais, pas ça. j'ai pas TikTok. Les stories sur Instagram, on en fait une, deux Ouais. par mois. Alors que maintenant, les nouvelles générations, ceux qui ont 14 ans, ils te Exactement. bombardent de TikTok.
historique. Et tu vois, pour te reparler de l'adoption, je te prends à mon échelle. Il y a 6 mois, j'étais anti-Bitcoin. Depuis, je me suis converti. Je possède du Bitcoin. Mes parents, tous les deux, possèdent du Bitcoin. Ma copine possède du Bitcoin. Tu possèdes du Bitcoin. Un ami à nous, Guillaume, qu'on salue, possède du Bitcoin. Il y a 6 mois, on était tous anti-Bitcoin, c'était 0. Maintenant, on en possède tous. Multiplie ça à l'échelle mondiale. L'adoption, elle est massive. Et de toute façon, personne ne fait marche arrière. Une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage Bitcoin, tu fais pas marche arrière. Pour paraphraser Michael Saylor, il a dit ça dans un podcast dernièrement que je trouve c'est vachement intéressant. Si tu as investi 0 heure en temps de formation, d'éducation dans Bitcoin, 0 heure, tu es anti-Bitcoin. Si tu as investi 1 heure dans Bitcoin, tu es un trader. Tu vas faire des achats, reventes, de la spéculation. Tu as investi 10 heures, tu es un investisseur. Bitcoin. Donc là, tu vas commencer à te dire, ok, À partir de ce moment-là, ça je change comprends, 10 heures, ok, je comprends, c'est du long terme, j'achète pour du long terme. À partir de 100 heures dans Bitcoin, tu as un maxi. tout. Et ça change tout parce T'as un que maxi. c'est toute une façon de voir les choses. Hein. C'est une façon de voir le monde qui est complètement différente. La façon de se nourrir, la façon de se protéger de La la façon de censure. comprendre l'économie, la façon de même de voir ton épargne. Moi, je te dis, aujourd'hui, mon épargne de précaution, je suis plus à l'aise avec mon Bitcoin qu'avec mon livret A. Et c'est vrai parce que tu vois, moi personnellement, j'ai toujours eu une certaine somme en épargne, tu vois, vraiment pour me protéger. J'ai toujours été un épargnant maxi, j'ai envie de dire. Et tu vois, depuis mon adoption progressive, parce que j'ai encore plein de points à creuser, et je pense que il faut toujours s'intéresser, toujours chercher de plus en plus dans le Bitcoin. Tu vois, depuis que je m'intéresse vraiment à ça, quand je regarde mon compte, tu vois, chez ma banque, je me dis, putain, tu vois, chaque jour que je le regarde, j'ai des euros qui foutent le camp. Ah, ça part Ils à une sont là, vitesse. ils sont inscrits, mais tu vois, les 10 000 euros que j'avais il y a 10 ans, bah en fait, aujourd'hui, je suis un Mais peu, oui, je suis eu, mais quoi. c'est ça qui est traître avec l'inflation, c'est parce que le chiffre il bouge pas sur ton Le compte. chiffre Donc ne bouge tu pas. te dis je perds pas, mais en fait T'aurais sur ton compte c'est d'épargne un glaçon, un moins un 100 glaçon euros. que tu as dans les mains et qui fond au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça, depuis que je m'intéresse à Bitcoin, je me dis, ouais, c'est la même somme, mais cette somme diminue tous les jours, quoi. Donc voilà, intéressez-vous au Bitcoin, soyez des Il y a maxi. qu'à voir tes courses. Moi, quand je fais les courses, à Et chaque fois je me voilà. dis putain, et le poivre Ducrot, 3,50 €. Non mais c'est vrai. Faut être riche pour acheter du poivre maintenant. Ça, t'as vu le mien, celui qu'on a pris hier. Bah attends. Hier on est allé au Monoprix, on s'est fait une raclette hier soir. 8 balles. Oui, bah. La boîte de fromage à raclette, 8 balles. Puis vu qu'on est des mangeurs, il n'y en avait pas une. On en avait 3, une par personne. Bah oui, forcément, mais tu sais, la boîte Entremont, là, 8 balles. Faut être riche maintenant pour. Enfin bref. Ouais. L'inflation n'a pas de Ouais. visage, mais elle existe. Bon, on a fait les questions intermédiaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu plus loin encore avant de conclure le podcast. On va passer aux questions qui sont un peu plus touchy, un peu plus complexes, mais restez Tout là. à fait. On va en parler progressivement et tranquillement. Est-ce que le Bitcoin, est-ce qu'il peut cohabiter avec une monnaie fiat ou l'un ou l'autre doit forcément mourir? Est-ce que la monnaie fiat doit s'éteindre au profit du Bitcoin ou bien l'inverse? Ou est-ce qu'elles peuvent cohabiter de façon des plus naturelle ensemble? Alors, monnaie fiat, dans la définition stricte du terme, non. Tu peux pas cohabiter, puisque si Un t'es décret. fiat, ça veut dire que t'es baqué à rien. T'es baqué par rien. Par contre, je pense que tu peux tout à fait avoir une monnaie étatique, une devise étatique qui cohabite avec Bitcoin de la même manière que sur le fonctionnement de l'étalon or, tu avais l'or et tu avais le dollar, qui était tout simplement un type de propriété sur ton or qui permettait d'échanger un bout de papier contre de l'or, ou ton franc, ou tes petites pièces d'or. Mais tu peux tout à fait avoir une cohabitation des deux et avoir une réserve stratégique de Bitcoin et avoir une monnaie fiat, soit qui n'est pas adossée à Bitcoin en valeur fixe et qui, bah, au final, ce serait un peu le même. En fait, j'ai envie de te dire, monnaie fiat, oui et non, parce qu'aujourd'hui, les banques centrales ont quand même de l'or en réserve. Donc, tu peux tout à fait avoir un monde déjà où les banques centrales possèdent potentiellement de l'or et du Bitcoin, ou même que du Bitcoin, font les échanges internationaux en Bitcoin, mais continuent à émettre des monnaies fiat qui ne sont pas forcément PEG, couplées en termes de valeur au Bitcoin. Ensuite, tu as l'étape du dessus,
où tu peux avoir tout simplement un package de la monnaie en Bitcoin et dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai un billet de 20 $, ça vaut 0,001 Bitcoin par exemple. Il faudrait qu'il soit vraiment stable, le Bitcoin. Ah bah non, du coup c'est ton dollar qui va être stable par rapport au Bitcoin. Donc le prix du Bitcoin sera fixe du coup par rapport au dollar. Oui, voilà, il faut que le prix du Bitcoin soit fixe, parce que tu vois, si Bah, j'ai il un... sera forcément fixe si tu adosses les deux. Hmm. C'est comme aujourd'hui le prix de l'or, il varie par rapport au dollar, mais pendant les talons or, 1 dollar c'était 30 grammes d'or. 39, 34, je sais plus. Bref, vous avez On a dans le 26 podcast. quoi, en tout cas, c'est... Bref, c'était fixe, donc en fait, tu n'avais pas de cours de l'or. Le cours de l'or, il bougeait pas, parce que juste tu pouvais échanger contre de l'or. Donc en fait, si tu adosses les monnaies fiat à Bitcoin, bah, le prix du Bitcoin ne bougera plus. Je vois. Voilà, tu adosses les deux. Ça, puis tu as ensuite un monde dans lequel les monnaies fiat cessent complètement d'exister, dans lequel c'est la dissociation entre l'État et la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie devient une entité qui est complètement dissociée du gouvernement. Le gouvernement n'a plus aucun contrôle sur la monnaie et tu n'as que Bitcoin. Que Bitcoin, mais avec des layers supplémentaires, c'est-à-dire que évidemment tous les paiements ne se feront pas sur la blockchain Alors, Bitcoin, c'est layer, c'est impossible, des couches, mais en des gros. couches comme aujourd'hui Visa, Mastercard sont des couches sur les monnaies fiat qui vous permettent de payer avec votre carte Visa, mais c'est une couche supplémentaire en fait quand vous payez avec votre carte Visa, vous envoyez pas directement l'argent à la banque du commerçant, ça passe par le réseau Visa, bref ensuite les banques s'arrangent entre elles, c'est une couche intermédiaire. De la même manière, tu peux tout à fait greffer le réseau Visa à la blockchain Bitcoin, avoir ta petite carte Visa, tu fais tes transactions chez le commerçant, mais tu vas pas inscrire une transaction sur la blockchain à chaque fois que tu vas payer un café. Tu vas juste Parce que déjà, faire Bitcoin, tes transactions en masse et à la fin du mois, à la fin de l'année, la banque, ta banque et la banque du commerçant vont dire ok, toi tu me dois tant de Bitcoin, ils vont faire la transaction on-chain et puis c'est terminé. Ok. Donc oui, tu peux avoir un peu les trois étapes et les deux ne sont pas du tout incompatibles et tu peux même avoir, je pense, un scénario qui est très probable, une cohabitation des monnaies fiat sous forme de stablecoin, donc soit sous forme de CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale, mais ça c'est un scénario qui me paraît de moins en moins probable, soit sous forme de stablecoin à l'image des États-Unis comme Tether ou Circle, l'USDT et l'USDC. C'est tout à fait quelque chose qui pourrait cohabiter également de manière Ok. très bien. Parce que sachant que Bitcoin, comme je l'avais entendu dire, ne peut pas, tel qu'il est aujourd'hui, ne peut pas être utilisé pour payer son café, etc. Tu vois. En tout cas, pas à l'échelle mondiale. Il peut pas gérer Ah la non, somme de transactions comme qu'il y aujourd'hui, a. tu vas pas te payer ton café en faisant un virement SEPA. Bah non, déjà, il Ah non. faudrait 4 jours Bah, ça pour qu'il dépend, soit si tu fais un accepté, instant, etc. techniquement, tu peux y arriver en instant. Mais oui, tu payes pas ton café avec un virement. Mm. À la limite, tu payes ta voiture avec un virement. Ouais. Tu payes une maison avec un virement. Donc, si tu as un monde dans lequel Bitcoin est la monnaie mondiale, tu payeras jamais ton café en Bitcoin. Par contre, peut-être que si tu achètes une maison, tu l'achèteras directement en faisant une transaction on-chain. Le vendeur te donne son adresse publique, tu fais la transaction Bitcoin. L'avantage, c'est que les notaires ne serviront plus à rien avec leurs frais exorbitants. Tu fais directement la transaction au vendeur, terminé. Donc, il y aurait moins d'intermédiaires parce que, Ah sachant oui, qu'aujourd'hui, justement, on reprend l'exemple du café. Moi, je paye mon café à un commerçant. Il y a, je crois, 7 ou 8 intermédiaires. Mm. C'est avec les virements Swift, etc. Bah, en fait, déjà, quand tu payes avec Visa, tu as un intermédiaire, puisque c'est le réseau Visa qui va gérer ta transaction. Et Après, il faut qu'ils se mettent en relation avec la banque, ouais. etc. Tu sais, j'avais vu ça dans God-Based Bitcoin, où au moins, tu as au moins 7 ou 8 intermédiaires entre toi, ton café et... Et ça sera la même chose sur un Bitcoin standard, sur une monnaie Bitcoin mondiale. Tu paieras jamais ton café avec une transaction on-chain, ça n'a pas d'intérêt, ça sera trop cher, ça sera trop lent. Faudra attendre que 10 minutes pour que ta transaction soit Exactement. validée, que le nœud soit miné, etc. Donc, c'est ingérable. Donc, il y aura Et c'est même l'apparition pas de souhaitable. la couche 1, la couche 2, etc. Exactement. Par contre, pour tous les paiements internationaux ou pour les gros paiements type l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, oui, tu pourras faire des transactions Ok. directement on-chain, à l'image d'un virement SEPA que tu fais. Ok. Tu veux envoyer 10 000 balles à quelqu'un, bah, potentiellement, tu pourras le faire directement en Bitcoin sans passer par un intermédiaire. Comme tu fais un virement SEPA instant. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pour aller un peu plus loin maintenant,
On en a parlé rapidement au début du podcast. Le Bitcoin, ça utilise de l'énergie. 57 milliards, on t'avait pris l'exemple en France, si ça devait être miné en France, tu vois. Donc 57 milliards d'euros, ce qui fait quand même une sacrée somme. Mais c'est de l'énergie. Et ça, c'est mon petit côté ESG. Je suis en train de changer là, vraiment, je le sens. Est-ce que le Bitcoin, ça peut vraiment exister dans un monde qui est toujours plus ESG, donc environnemental, sociétal, gouvernance, etc. RS, on parle de plus en plus, surtout en Europe et vraiment principalement en France. Euh, il faut rouler avec une voiture critère 1. Il faut penser à fermer l'eau quand on la coupe. Il y a des trucs publicitaires, enfin on est bombardé par ça. Est-ce que le Bitcoin a vraiment sa place dans un monde qui est de plus en plus, j'allais dire woke, non, mais envi- woke, environnemental en tout cas, dans un monde qui est toujours plus euh, vraiment avec des œillères sur l'écologie, rien que l'écologie, même si c'est au dépend de notre progrès humain. Voilà. Est-ce que je dis pas que je suis anti-climat, enfin climato-sceptique, etc. Mais voilà, est-ce que le Bitcoin a sa place dans le monde actuel qui est de plus en plus impacté, en tout cas, J'ai au envie de te climat? dire, bien évidemment, et l'argument écologique vis-à-vis du Bitcoin est faux pour plein de raisons. Déjà, Bitcoin principalement a une incentive économique qui fait que tu cherches la source d'énergie la moins chère. Quand tu veux miner du Bitcoin pour augmenter ta rentabilité, tu cherches l'électricité la moins chère. Donc tu la mines pas en France. Donc déjà pas en France, ou si tu le mines en France, tu vas devoir faire un partenariat avec EDF, très compliqué. Pourquoi? Parce Surtout que pour miner en du fait, Bitcoin. comment fonctionne une grille électrique? Une grille électrique, elle a une production qui est fixe, surtout en fonction des sources d'électricité, mais notamment c'est pour ça qu'on a des heures pleines, des heures creuses en France, parce qu'on a beaucoup de nucléaire. Une centrale nucléaire, tu l'arrêtes pas. Une fois que la centrale nucléaire, elle tourne, elle produit une quantité limitée, enfin une quantité fixe d'électricité, et puis soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas. Mais l'électricité que tu n'utilises pas, elle est perdue. C'est pour ça que tu as des heures creuses pour t'encourager à utiliser de l'électricité quand il y a moins de demandes sur le réseau, pour pas que l'électricité soit perdue. Donc la production d'électricité, elle est fixe. L'offre varie et la production est toujours, la demande varie et la production est toujours au-dessus de la demande. Bah forcément, si la demande passe au-dessus de la production, c'est un blackout. C'est pas cool. Donc Bitcoin va toujours aller chercher des endroits de la grille où tu as des pertes. Donc, grosso modo, tu as une centrale nucléaire qui produit, ou un barrage hydroélectrique qui produit l'électricité. Il a un petit surplus, donc de l'électricité qui est perdue. Tu as une entreprise de minage de Bitcoin qui va arriver, qui va faire un contrat avec le barrage, qui va récupérer l'électricité qui est perdue, donc qui ne sert pas à la consommation normale, et qui va miner du Bitcoin avec. Donc, en fait, il est où le gaspillage d'énergie? C'est de l'énergie qui était dans tous les cas perdue. Déjà de 1. Pourquoi? Parce que économiquement, les mineurs de Bitcoin cherchent l'énergie la moins chère et l'énergie perdue est la moins chère. Parce qu'en fait, les mineurs de Bitcoin, c'est un peu une mini-société. Bien sûr. Il faut, Ils veulent de la rentabilité ils comme tout le veulent un monde. maximum de rentabilité. Tu vas pas miner Ouais. du Bitcoin avec une centrale à charbon qui te coûte une fortune. Ça n'a aucun intérêt économiquement. Ensuite, évidemment, Bitcoin va aussi potentiellement se greffer sur des endroits où tu as des énergies renouvelables, type des barrages hydroélectriques, type euh, alors, centrale nucléaire, je sais pas trop, mais type, aux États-Unis, ça se fait beaucoup sur des champs éoliennes, des champs photovoltaïques, même en Islande, tu as des entreprises qui proposent, parce qu'en Islande, tu sais, ils ont beaucoup de géothermie, enfin pas de géothermie, mais tu Ouais, sais, ouais. d'électricité produite avec la chaleur des sols, là. Donc Je la dis géothermie, géothermie, ouais, ouais, géothermie, géothermie. ouais. Ils ont beaucoup de géothermie et ils ont des centrales géothermiques qui produisent des surplus électriques. Et tu as des sociétés qui te proposent d'installer des machines de minage en Islande pour profiter de ces surplus électriques. Donc en fait, déjà, c'est principalement des énergies renouvelables, c'est des surplus. Donc en fait, Bitcoin ne prend pas de l'électricité qui serait normalement utilisée pour autre chose. Premier point. Deuxième point, utiliser de l'énergie, c'est bien. Utiliser de l'énergie, c'est le progrès. Tu vois, plus la civilisation utilise l'énergie, plus elle se développe, plus elle développe de nouvelles technologies, plus elle est capable d'optimiser sa production et sa consommation d'électricité. Moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette vision malthusienne du monde qui est de dire à chaque fois ah ça consomme de l'énergie, c'est pas bien. Non, les gars, consommer de l'énergie, c'est bien, c'est nécessaire au développement de l'humanité, c'est nécessaire au développement de la race humaine, c'est nécessaire au progrès, au développement de la technologie consommer de plus en plus d'énergie, c'est
bien. Et puis une technologie qui est de plus en plus efficiente. Exactement. Comment tu consommes et quel type d'énergie, après, ça, c'est un autre débat. Effectivement, les centrales à charbon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus... Oui, bien cool, sûr, tu vois. bien sûr. Mais après, tu vois, rouler en voiture électrique, on va pas refaire le monde. Mais écologiquement, c'est un désastre, les voitures électriques. Voilà, ça a été prouvé. C'est un désastre. C'est pas parce que vous roulez en Tesla que c'est bon pour l'environnement. Et puis Elon Musk, il en a rien à foutre de l'environnement. Il fait ça juste pour avoir les crédits carbone. Donc, déjà, c'est un faux problème parce que Bitcoin n'utilise pas de l'énergie, enfin, utilise de l'énergie perdue et en majorité renouvelable. En plus de ça, consommer de l'électricité, de l'énergie, c'est bien. Il y a de plus en plus de nucléaire qui se développe et heureusement, on commence enfin à relancer des programmes nucléaires, notamment aux États-Unis, en France. J'espère que l'Allemagne reviendra un jour à la raison et relancera ses centrales nucléaires. Mais bon, les Allemands, tu sais, ils sont un peu ils aiment bien leur charbon. Ils aiment bien leur charbon. Mais nous, la France, avec notre programme nucléaire, qui est un des meilleurs mondial, parce qu'on a tout exporté, on sait rien garder, on a tout exporté. Mais nous, et j'en suis persuadé, il faut que j'en fasse une vidéo, il faut qu'on en fasse un podcast entier là-dessus, vraiment, où on rentre dans le vif du sujet. Si on arrête les accords avec l'Europe où on vend notre électricité à perte, si on garde toute notre consommation électrique à nous, on pourrait avoir l'électricité la moins chère, j'en suis persuadé, quasiment du monde. Peut-être. Ça nous reviendrait à rien, parce que on est un tout petit pays avec énormément de centrales nucléaires. Ouais. Et on sait que c'est l'électricité une des plus rentables qui soit, quoi. Ah bah oui. Et effectivement, non seulement ça, mais en plus, si tu mets la consommation de Bitcoin par rapport à la consommation du système financier traditionnel, c'est rien du tout. Enfin, je veux te dire, les banques consomment bien plus d'énergie que Bitcoin, donc déjà, c'est encore plus un faux problème. Et non seulement ça, mais en plus, c'est bénéfique pour l'humanité. Enfin, utiliser de l'électricité pour sécuriser le réseau qui héberge la meilleure monnaie jamais inventée, qui permet de régler les problèmes de l'inflation, qui permet de contourner les censures gouvernementales, qui permet d'être maître de son épargne, de sa monnaie, de son temps et de son énergie, et qui permet d'envoyer de la valeur à n'importe qui, n'importe où dans le monde, instantanément, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, c'est une utilité qui est bénéfique pour l'humanité. Absolument. Donc oui, que Bitcoin utilise le plus d'électricité, le plus d'énergie possible, ça sera bénéfique pour l'humanité. Plus le réseau grandit, plus c'est bon pour l'humanité. Et voilà, l'énergie, notre avenir, utilisons-la. Utilisons-la intelligemment, construisons des centrales nucléaires, arrêtons de faire n'importe quoi avec nos programmes énergétiques, arrêtons cette vision débile de vouloir diminuer la quantité d'énergie consommée, consommons de plus en plus d'énergie, mais bien. Non. Pas du charbon. Ouais. Pas bon. Voilà. C'était le mot de la fin. Donc non, Bitcoin, c'est que Bitcoin consomme le plus d'énergie possible, ça sera bénéfique puisque... Et Bitcoin a sa place dans le monde actuel. A sa place dans le monde et surtout résoudre le problème de l'inflation, ça vaut toute l'énergie du monde. On se rend pas compte, mais l'inflation, c'est des dégâts qui sont inconsidérables sur les sociétés, sur les peuples, sur les gouvernements, sur tout, sur l'innovation. Enfin, l'inflation, c'est une catastrophe. Donc, si Bitcoin permet de régler le problème de l'inflation, mais ça vaut toute l'énergie du monde. Voilà. Ok, alors Hugo, maintenant, sans transition aucune, tu vas me dire très simplement et assez rapidement, pour pas que le podcast dure 8 ans, quelle est la différence entre Bitcoin et Ethereum, ou même pour prendre plus généralement, quelle est la différence entre Bitcoin et tous les autres altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies? Ouais. Je dirais que la différence fondamentale, c'est que Bitcoin est la seule crypto-monnaie à être décentralisée. Pourquoi ? Parce que toutes les autres sont centralisées d'une manière ou d'une autre, puisqu'elles dépendent toutes d'un fondateur, d'une entreprise, d'une fondation, d'une organisation quelconque. Tu prends Ethereum, il y a un fondateur, Vitalik Buterin, il y a une fondation, la fondation Ethereum, il y a une roadmap, c'est-à-dire que Ethereum a un plan de développement, a une roadmap, a un business plan, un business model. C'est une crypto-monnaie qui change, qui fait des changements régulièrement. C'est même une crypto-monnaie qui a régulièrement subi des problèmes techniques, qui a rétro-ingénieré sa blockchain, notamment suite au DAO attaque en 2018-2019, je ne me rappelle plus. Bitcoin est la seule crypto-monnaie qui est 100% décentralisée. On ne connaît même pas son fondateur. On ne sait même pas qui est Satoshi Nakamoto. Et ça ne dépend d'absolument personne, d'aucune organisation, aucun pays, aucune entreprise, aucun gouvernement n'a la main, n'a de contrôle sur Bitcoin. Personne ne peut le contrôler. Non seulement ça, et c'est une des dernières crypto-monnaies à être toujours en proof of work,
avec le Dogecoin, mais le Dogecoin c'est une blague. N'achetez pas du Dogecoin, les gars. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Respectez votre épargne, putain. Donc, c'est la dernière crypto-monnaie à encore avoir de la proof of work. Donc, une preuve de travail qui dépend d'électricité tangible avec des limites physiques du monde physique, puisque Bitcoin est limité par des électrons, tout simplement, des électrons physiques de l'électricité. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec Bitcoin, tu es obligé de mettre à profit de la puissance de calcul, de l'énergie, pour pouvoir miner des blocs, pour pouvoir valider des blocs. Et toutes les autres crypto-monnaies, non seulement sont centralisées, ne sont pas en proof of work, donc sont souvent en proof of stake. La proof of stake, qu'est-ce que c'est? C'est juste celui qui a le plus de jetons a le plus de pouvoir, tout simplement. Okay. Au-delà de ça, si on prend l'exemple d'Ethereum, c'est extrêmement centralisé puisque les nœuds dépendent des serveurs AWS principalement. Donc si Amazon décide de shut down Ethereum, c'est finito. Alors que les nœuds Bitcoin sont éparpillés partout dans le monde, tu ne peux pas l'arrêter. Et les pools de stacking d'Ethereum sont extrêmement centralisés. Je crois que le plus gros représente plus de 70% ou plus de 60%. Okay. C'est comme un monoproduit pour une société, quoi. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que toutes les autres crypto-monnaies sont des copycats de Bitcoin qui ont été créés à la base pour faire de la thune, tout simplement, pour copier Bitcoin. Et c'est un get rich quick scheme, comme disent les Américains, donc un moyen de devenir riche rapidement. La plupart sont des scams, j'en suis persuadé. La plupart n'ont aucune valeur intrinsèque. Et quand bien même il y en aurait qui auraient une utilité technologique, elle se rapprocherait plus d'une action que de l'or numérique comme Bitcoin. Puisque si tu as une fondation, une entreprise, un fondateur, une roadmap, c'est comme si tu achetais une action de la société. Si tu achètes Ethereum, c'est comme si tu achetais des actions de la fondation Ethereum, tu vois, quelque part. D'accord. Tu n'as pas quelque chose qui est vraiment presque une matière première comme l'or. L'or ne dépend de personne. L'or, c'est physique, mais Bitcoin, c'est pareil, ça dépend de personne. Okay. Donc, tu pourrais acheter en fait qu'une crypto-monnaie, tu pourrais acheter que du Bitcoin, si je comprends bien. Oui, parce que, imagine-toi, demain, tu te dis, j'achète Bitcoin, j'achète Ethereum. Je laisse les deux, je reviens dans 50 ans. Bitcoin, moi, je sais que dans 50 ans, il n'aura pas bougé. Ethereum, je reviens dans 50 ans. Qu'est-ce qui me dit que Vitalik Buterin, il n'aura pas encore changé 40 fois de roadmap, il n'aura pas changé 40 fois sa blockchain, et ça ne vaudra pas zéro. Qu'est-ce qui me dit qu'Amazon n'aura pas shut down des serveurs AWS? Qu'est-ce qui me dit que sur ça, il y a plein de choses qui peuvent se passer sur Ethereum. Tu serais à l'aise qu'avec Bitcoin? Oui, je suis à l'aise qu'avec Bitcoin. Okay. Et c'est pour ça que Parce que c'est une proof of work. C'est pour ça que je n'achèterai que Bitcoin, parce que je ne vois aucun fondamental dans toutes les autres crypto-monnaies. Pour moi, elles ne servent à rien. Elles n'ont aucune utilité tangible dans le monde réel, à part potentiellement les stablecoins. On peut débattre des stablecoins. Et pour ceux qui me disent, oui, mais les stablecoins utilisent Ethereum, par exemple, alors les stablecoins fonctionnent tout à fait sur la blockchain Bitcoin. Il n'y a qu'à voir Tether qui utilise la Layer 2 Liquid pour fonctionner, en l'occurrence sur la blockchain Bitcoin. Donc, toutes les autres crypto-monnaies, pour moi, n'ont aucune valeur et n'ont aucun intérêt. Si vous deviez vous concentrer que sur Bitcoin, concentrez-vous uniquement sur Bitcoin. Et si vous achetez autre chose, une autre crypto-monnaie Bitcoin, gardez bien en tête que ça ne sera pas un investissement, ça sera de la spéculation. Ok. Alors maintenant, pour aller juste un peu plus loin, il y a une autre crypto-monnaie, elle est en proof of work. Tu l'achètes ou pas? Non. Non, parce que Bitcoin bénéficie de l'effet de réseau. Imagine demain... Parce qu'il y en a une autre très connue, c'est pas Monero, c'est qui utilise la proof of work. Non, il n'y a que Dogecoin. Ah, ok. Je crois. Ethereum l'utilisait. L'utilisait, mais ne l'utilise plus. D'accord. Même si demain, tu as un copycat qui arrive de Bitcoin, qui s'appelle, je sais pas, j'en sais rien. Hugo Coin. Hugo Coin. Allez, moi je fais la Hugo Coin, je la mets sur le marché, c'est une copie parfaite de Bitcoin, proof of work, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'effet de réseau. Tous ceux qui analysent des entreprises, vous comprenez l'effet de réseau. C'est un mode qui est extrêmement puissant, l'effet de réseau. Ouais. Bitcoin a l'effet de réseau. Okay. Bitcoin a déjà les ETF, Bitcoin a déjà des entreprises qui possèdent du Bitcoin dans leur trésorerie, Bitcoin a déjà des fonds de pension, Bitcoin a déjà le gouvernement américain qui veut le mettre en réserve stratégique. Bitcoin a déjà tout pour lui au niveau de l'effet de réseau. Ça sert à quoi d'aller chercher le deuxième meilleur? Il n'y a pas de deuxième meilleur. Comme dirait Michael Saylor, there is no second best. Il n'y a pas de deuxième meilleur. Il n'y a que Bitcoin. Comme il n'y a pas de deuxième meilleur or.
Il n'y a que l'or. D'accord. Et c'est pour ça que l'argent s'est effondré par rapport à l'or quand il a été démonétisé. Ok. La monnaie, c'est un marché qui est centralisé. C'est-à-dire que tu ne peux en avoir qu'une. Et toute monnaie, enfin, le marché de la monnaie tendra toujours vers une seule monnaie unique. Ça a été le cas avec l'or, c'est le cas aujourd'hui avec le dollar. Oui, on parle de l'euro, du yen, etc. L'euro, mais tout c'est est juste tenu, ouais. un dollar bis indexé sur le dollar. Hein. C'est une couche 2. C'est une couche 2. L'euro, c'est le dollar avec pas tout à fait la même valeur et un autre nom. Mais l'euro, c'est du dollar. Le yen, c'est du dollar. Toutes les monnaies fiat sont du dollar, techniquement. Toutes les monnaies fiat sont backées et adossées au dollar. Donc aujourd'hui, c'est le dollar. Avant, c'était l'or. Demain, ça sera Bitcoin, mais il n'y en aura pas 40. Demain, tu vas pas aller chez ton boulanger acheter ta baguette de pain en Solana. Il n'en a rien à foutre, ton boulanger du Solana. Il voudra du Bitcoin. Tout le monde voudra du Bitcoin. Personne voudra du Solana. Personne voudra du Monero. Personne voudra du Ethereum. Tu vois? Personnellement, je suis plus à l'aise d'acheter du Bitcoin. Au moins, je ne connais pas le fondateur que d'acheter du Ethereum bien sûr. en connaissant le fondateur. Tu vois. Bien sûr, mais surtout quand tu vois le fondateur, je suis désolé. C'est bien pour ça que je disais ça. Bon, parlons plus sérieusement. Bitcoin, tout est beau, tout est rose, c'est très solide. Tu vas forcément me dire une petite critique du Bitcoin. Est-ce que, voilà, si tu dois me dire une critique contre le Bitcoin, dis-moi. Je vais déjà commencer par te dire une critique envers moi-même. J'aurais aimé le découvrir plus tôt. J'aurais aimé faire l'effort de m'y intéresser plus tôt. Mais comme on dit, on a Bitcoin au prix qu'on mérite. C'est une très bonne phrase d'ailleurs que je regardais les notes, c'est excellent. Vaut mieux tard que jamais. Et plus sérieusement, je pense qu'en termes de critique, je dirais la communauté Bitcoin. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. La communauté Bitcoin est à la fois bien, mais à la fois peut paraître un peu sectaire et peut paraître pour des gens un peu illuminés. Ouais. Vu de l'extérieur, tu peux te dire la communauté Bitcoin, c'est des tarés, c'est une secte, c'est chelou leur truc, moi je veux pas y toucher. Je dirais la communauté Bitcoin qui, quelque part, peut refroidir certaines personnes, freiner certaines personnes à s'intéresser au réseau. Et je dirais plus largement, mais ça c'est pas une critique envers Bitcoin, je dirais la communauté crypto. Et toutes les cryptos, toutes les shitcoins qu'il y a eu depuis le lancement d'Ethereum et surtout depuis 2021, tous ces trucs de NFT, de shitcoin, de machin, les mêmes coins, les trucs avec des chats, c'est un peu parti en vrai. La fondation Ethereum qui fait des soirées où tu vois Butelic qui danse avec un costume de licorne. Ouais. Comment tu veux que BlackRock prenne ces gens-là au sérieux? Comment tu veux que un investisseur sérieux prenne ce truc-là au sérieux? Mais ça freine l'adoption. Ça freine l'adoption. Et puis le problème, c'est que ça brouille les pistes. Les citoyens lambda, les gens lambda associent les cryptos à Bitcoin, alors que ça n'a rien à voir. Les cryptos, faut vraiment mettre ça d'un côté. C'est un truc. Si vous voulez faire un peu de spéculation, vous amusez, vous prenez 1000 €, que vous alliez au casino ou vous achetiez des cryptos, c'est pareil. Okay. C'est pareil, mais c'est du casino. Bitcoin, c'est autre chose. Mais c'est vrai que la communauté, des fois, peut paraître un peu spéciale, mais par contre, c'est une communauté qui est solide. Tu vois, pour Bitcoin, oui. Pour Bitcoin. Si tu as besoin d'aide, mais ils vont t'aider, laisse tomber, ils vont te prendre par la main, ils vont tout expliquer. Il y a vraiment des forums entiers, Bitcoin, 100% Bitcoin, mais laisse tomber, les gens, ils sont tellement passionnés et passionnants. Et d'ailleurs, on le salue, celui de la rue Eugène Carrère, donc Bitcoin Bazar. Excellent, enfin franchement, allez là-bas si vous êtes proche de Paris, etc. Le gars, dans le 18. Ouais, dans le 18e, c'est une mine d'informations, il est super sympa. Voilà, je vous recommande vraiment parce que c'est une communauté qui est un peu chelou, mais quand même, il y en a, ils sont vraiment... Ils sont top. Ils sont top, quoi. Faut apprendre à les connaître. Faut apprendre à les connaître, voilà. Bon, on a fait le tour des questions, il y en aura une petite dernière quand même, une petite dernière pour la conclusion du podcast. Si tu as une soirée avec un niveau d'alcool encore légal et tu dois convaincre quelqu'un de s'intéresser au Bitcoin, qu'est-ce que tu lui dis? Écoute, je lui dis rien. Je lui dis rien, pourquoi? Parce que je pense que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre quelqu'un d'acheter ou de comprendre ou d'utiliser Bitcoin. Bitcoin n'a pas besoin de toi. Bitcoin n'a pas besoin de moi. Pas besoin de gens. Bitcoin n'a pas besoin du CAF rentable. Bitcoin n'a besoin de personne. C'est toi qui as besoin de Bitcoin. Et tant que tu comprends pas que potentiellement tu as un problème avec ta monnaie et que tu dois t'y intéresser,
tant que tu fais pas toi la démarche consciente de t'y intéresser, tu seras pas réceptif. C'est impossible. C'est impossible que tu sois réceptif. C'est comme si Et du coup, t'essayes... ça abîme un peu l'effet réseau, parce que tu vois, on en a parlé entre nous. Non, pas forcément. C'est comme si tu essayes de convertir quelqu'un qui n'y connaît rien à l'investissement en bourse. Tu sais que tu vas parler à un mur. Oui, c'est du boursicotage, c'est du casino, c'est risqué, blablabla. Vous, comme moi, qui écoutez ce podcast, vous avez forcément déjà eu cette conversation avec quelqu'un qui ne connaît pas l'investissement en bourse. Vous parlez à un mur. Bitcoin, c'est pareil. Si la personne vient vous voir, vous pouvez dire que vous achetez du Bitcoin, mais vous ne rentrez pas plus dans le détail que ça. Moi, personnellement, je dis que j'investis en bourse, je dis que j'achète du Bitcoin, mais j'en parle pas. J'en parle pas. Et si la personne, par contre, dans une soirée, mettons, on prend le contexte, vient me voir et me demande, ok, explique-moi un peu Bitcoin, là, oui, tu lui parles. Mais j'essaierai pas de convertir quelqu'un comme ça en... En tout cas, ça dépend de la personne. Tu vois, je l'ai fait avec mes parents, je l'ai fait avec mes amis proches, mais parce que je sais que c'est des gens qui sont ouverts d'esprit et réceptifs. Puis on est des bosseurs, quoi. Oui. Toi, tu vas nous dire les grandes lignes, et à côté de ça, il faut du travail personnel. C'est ça. Tu vois. Si tu veux comprendre Bitcoin, il faut faire il faut de la proof of work. Il faut des 100 heures de travail pour être Bitcoin maxi. Il faut de la proof of work, il faut faut s'éduquer, il faut se former, il faut lire, il faut écouter, c'est comme tout, c'est comme l'investissement en bourse. C'est comme tout. Okay. Il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer et voilà, t'as Bitcoin au prix auquel tu le mérites. Donc éduquez-vous, chers auditeurs. Tu dois aller vers Bitcoin. Moi, franchement, si je rencontre quelqu'un de souverain, ce que je vais lui dire, c'est très simple. Je vais lui dire qu'il regarde le podcast. Faut qu'il écoute le numéro 26, 27, 28 et le 30. Et le 30. Et je pense qu'avec ça, déjà, il pourra peaufiner. Tu sais quoi ? Moi, je pense que je recommanderais à toute personne de lire l'étalon Bitcoin. Et de regarder God Bless Bitcoin. C'est un peu plus niché. Peut-être en second temps. Ouais. Mais déjà, tu vois, la porte d'entrée, l'étalon Bitcoin. Ouais. C'est celui-là. Hein. Franchement, lisez-le, les amis, parce que moi, il m'a ouvert les yeux. Il est fort. À un point, vous n'imaginez même pas. Il est extrêmement fort. Ouais. On en a parlé dans tous les podcasts, mais c'est un livre exceptionnel que je recommande vraiment à tout le monde. Et qui changera votre vision de l'économie à jamais. Et ça, c'est profond. C'est profond. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que le podcast vous a plu. Tout à fait. Nous, ça nous a vraiment fait plaisir de faire cette petite série-là. Si vous avez d'autres questions, potentiellement, auxquelles qu'on n'a pas abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Peut-être qu'on fera un épisode 2. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais dans quelques mois, peut-être qu'on fera un épisode 2. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On les notera pour un potentiel épisode 2. En tout cas, c'est un sujet qui nous passionne vraiment de plus en plus. Ouais. C'est important d'avoir votre retour de la communauté, entre guillemets, dans le sens où ça change de d'habitude. On ne parle pas d'action, on ne parle pas d'ETF, etc. On ne parle pas d'allocation de capital. C'est de la finance, c'est de l'investissement, c'est quelque chose voilà, si ça ne vous plaît pas, cette série, essayez de nous le dire en commentaire. On essaiera de trouver une solution alternative. On fait c'est très important. Après, on fait ce qui nous plaît aussi de travailler. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé cette série, mini-série de 4 épisodes, qui nous a demandé beaucoup de travail d'ailleurs. Qui nous a demandé énormément de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ça, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Il faut qu'on s'instruise tous ensemble et sur ce. Et au moins 1% de votre patrimoine en Bitcoin, vous n'avez aucune excuse. Strike, Bitstack si vous voulez du français. Mettez en place une DCA, 10 € par semaine minimum. C'est pas méchant. C'est pas méchant et puis mettez le pied à l'étrier, quoi. Voilà, absolument. Sur ce, tous les lundis matins à 8h, comme d'habitude, le podcast le plus régulier. Et on vous dit une très bonne semaine parce que vous nous écouterez sûrement en début de semaine. Voilà, sur ce, tout à fait. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.